Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Rebonjour à ceux qui étaient là il y a 2 minutes. Merci beaucoup de nous suivre. On va passer l'après-midi ensemble. Toute l'équipe est là. Hugo est celui qui va répondre au téléphone. J'espère que vous serez nombreux à vouloir nous jaser ça en direct. Olivier Guillet est là, comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Sébastien également. Merci beaucoup de participer à cette émission. Participer parce que d'entrée de jeu, on va vous donner nos coordonnées pour nous appeler, pour nous écrire également. Je pense que tous les sujets qu'on va vous proposer cet après-midi vont vous faire réagir et vous allez vouloir certainement être très interactif aujourd'hui. Oui, appelez-nous 1-877-827-2346. Parfois, c'est plus facile au téléphone qu'en texto. Mais c'est surtout plus le fun. Mais c'est plus le fun. Je trouve que c'est un plus-value au show. Il me semble qu'on est dans un vendredi, on a envie de se jaser ça en direct. Entre nous autres. Voilà. Ou nous texter au 187 Cube Radio. Voilà. Et puis la première question que j'ai envie de vous poser, c'est avez-vous des petits restos de quartier, des cafés de quartier, des magasins que vous privilégiez dans votre coin qui sont sur le bord d'être obligés de fermer, j'allais dire, qui sont fragilisés par toutes sortes d'éléments dans l'économie. On sait que le commerce sous détail est sous pression. On sait également qu'il y a plein d'autres éléments qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Vous lirez mon article en fin de semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Je parle de la classe moyenne en général qui est sous pression. On s'en parlait cette semaine. C'est de plus en plus dur. Heureusement, il fait beau aujourd'hui. Il y a plein d'activités à faire un peu partout au Québec. Montréal grouille. On va parler du Grand Prix de F1. On va parler de plein de choses. Mais sur la question de nos restos et cafés de quartier, je voulais qu'on reparle de l'entreprise Station W. C'est un petit café à Verdun. Mon petit patelin. Et il se trouve sur la rue Wellington, la rue la plus cool en ville. Ça a été jugé il y a quelques années de ça, la rue la plus cool au monde apparemment en fait. Et pourquoi? Parce qu'il y a des petits cafés comme la station W. Malheureusement, le propriétaire Simon Defoy a annoncé il y a une couple de semaines qu'il va devoir fermer pour toutes sortes de raisons. Mais beaucoup relié au coût du loyer commercial qu'il doit payer. Simon est avec moi. Merci beaucoup d'être là. Merci. On va vous rapprocher le micro. Merci. Voilà. Dites-moi, Simon, ça fait longtemps que vous êtes à Verdun. Ça fait 13 ans. 13 ans. Racontez-moi un peu la genèse de cette entreprise qui s'est tellement bien implantée que vous avez contribué d'ailleurs à faire que cette rue-là est devenue très cool. J'ai contribué avec beaucoup de monde, mais oui, j'ai cherché un endroit pour ouvrir mon établissement, mon café. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Alors, on m'avait parlé de Verdun, de la rue Wellington, comme de quoi qui est... Il y a 13 ans, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Non, pas du tout. Je suis un des premiers commerces. Mettons qu'on était 4-5 premiers commerces à s'établir à ce moment-là. Pour le renouveau de Verdun, alors j'ai mis la main sur un local à Verdun à cette époque-là. Mon tronçon de rue, le local, l'autre côté de la rue, il y avait eu un dégât d'eau, puis il s'était rendu compte qu'il faisait pousser du pot à l'intérieur. C'était la rue Wellington de l'époque. Oui, exactement. Comme dans les westerns où il y avait des mottes de foin qui roulaient dans la rue, c'était un peu ça. C'était désert. Et puis le local que vous avez trouvé, il fallait y mettre beaucoup d'amour. Il était très, très, très désuet. Effectivement, les fils pendaient au plafond. Je voyais le plancher du locataire d'en haut. Fait que vous avez tout refait. Je pense l'électricité, la plomberie. Oui, à l'époque, on a tout refait à l'époque pour opérer, mais ça avait été fait quand même avec les moyens du bord. Ouais. Et puis ensuite, au fur et à mesure, avec l'arrivée de la compétition aussi, beaucoup sur la rue, à un moment donné aussi, pour rester attractif, t'as pas le choix de remettre des sous dans ton local. Puis là, on a fait l'entrée électrique, on a tout refait la plomberie, tout refait la décoration, mais ça va jusque... des améliorations locatives qui appartenaient donc au local comme tel. Au local. Ça, puis vous dites mon local, mais c'est pas votre local. C'est ça l'enjeu. Exact. C'est exactement ça. Que vous n'êtes pas propriétaire du bâtiment. Non, puis ça, tu le sais quand tu signes ton contrat, puis tu le sais quand tu mets des sous dans un local, des améliorations locatives comme justement soit une entrée électrique, soit... La plomberie, tu repartiras jamais avec. Ça fait partie du jeu. Là. Ça, on le sait en partant. Oui, mais c'est quand même des sous. C'est quand même beaucoup de sous, oui. Et puis, tu n'as pas le choix, même si tu as un bail, mais supposons que tu dis, j'ai un bail qui me reste 5 ans, il y a aussi l'attractivité. Tu as un commerce de rue, il y a de la compétition, tu dois rester attractif, tu dois rester...
tu dois rester à jour. Donc, tu n'as pas le choix de réinvestir des sous si tu veux pas qu'à un moment donné, mais tu te ramasses avec un bail, plus de clients. Et puis là, à un moment donné, tu veux continuer à pouvoir honorer tes paiements. Là. Il y a 13 ans, il était combien votre loyer commercial? Je me souviens pas exactement. Je pense que tout est inclus, là, parce qu'il y a tout le temps le volet, les frais, le loyer en tant que tel. On ajoute toujours une part qui sont les taxes de ville, les assurances. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est... Mettons que peut-être à l'époque, c'était peut-être 3 500 $ environ. Quand même? Mois, là. Ouais, ah oui? Ouais. OK. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on était rendu tout inclus à peu près à 5 500. Et puis là, on avait une augmentation. Puis là, on était en négociation. C'est ça l'histoire. C'est que dans le fond, j'ai pas pris la décision de fermer. On m'a pas renouvelé mon bail, tout simplement. On était en négociation et puis ça faisait plusieurs mois, depuis septembre 2025 qu'on était en négo. Et puis à un moment donné, le bailleur a seulement dit présentement, on faisait un peu chacun notre tour, voici une offre. Eux, ils me faisaient une offre. Puis c'était à eux de me faire une offre, puis ils m'ont dit tout simplement, on a finalement quelqu'un d'autre qui serait peut-être intéressé par votre local. Et puis une semaine après, on m'a appelé pour me dire, on renouvellera pas votre bail le 30 juin prochain, vous devez quitter. Mon Dieu, mais c'est un peu sauvage comme attitude. C'est l'attitude. Mais là-dedans, il n'y a rien d'illégal. Peu importe, on trouve ça sauvage, oui, je suis d'accord. En commercial, on peut faire ça. Il n'y a pas de tribunal administratif du logement pour les propriétaires, pour les locataires de beaux commerciaux. Et j'étais d'accord avec lui que malgré que je payais déjà un certain montant pour le loyer, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, la rue a pris... il y a beaucoup de gens sur la rue. Oui, il y a une certaine réputation, là. Et puis, oui, j'étais prêt à prendre une augmentation. Là. J'étais quand même d'accord. Ça fait partie de la game. Ça fait partie du jeu. Là. Mais là, vous avez même pas pu, finalement... Vous étiez dans la négo, puis la négo, elle a fini abruptement. On vous a dit, regarde, laisse faire, on a pris quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Mais donc, la loyauté, la fidélité, tout ça, ça n'existe pas, là. Non. Sur cette planète-là. Exact. Comment vous trouvez ça? Ben, à part que ça soit très ordinaire. Je trouve ça ordinaire. Je trouve ça, c'est qu'on travaille fort pour monter nos commerces. On a traversé la pandémie, on travaille fort pour... Mais vous n'aviez pas une clause qui disait, justement, une clause de premier refus dans la négo? Parce que quand vous construisez quelque chose, je vous dis ça, là, puis pour avoir signé des beaux commerciaux, puis avoir été même, je peux en parler, là, moi, j'ai dû, mon dernier bail commercial, puis je me suis dit, ça va être le dernier bail commercial que je signe comme ça. La prochaine fois, je veux vraiment que ça soit moi qui ai le bon bout du bâton, tout en sachant que ça marche jamais comme ça. Les commerçants n'ont pas le bon bout du bâton. C'est un enjeu majeur au Québec. Il faut être bien informé à la base. Moi, je suis allée au tribunal des petites créances. Là. J'ai gagné. Quand le propriétaire qui essayait de me passer toutes sortes d'affaires, parce que aviez-vous un 13e mois, ce qu'on appelle le 13e mois aussi? Non. Vous n'aviez pas ça, vous? Non plus. C'était un bail que j'avais signé à l'époque. C'est aussi, j'en prends la responsabilité. Là, ouais. Avec beaucoup de manque de connaissances. C'est ça. À l'époque. Ouais. J'ai un autre station W qui reste ouverte. C'est ici, juste dans les Shop Angus. Puis, c'est pas le même genre de bail. Là. C'est pas la même chose du tout. On apprend de nos erreurs. On paye pour apprendre. Exactement. Mais donc, là, il y a ça. Il y a la question du bail commercial. Mais quand même, quand ça fait aussi longtemps, on a une clientèle et tout. Exact. Là, il y a l'arrivée aussi. Je parlais tout à l'heure de la pression de... Vous vendez du café? Vendez-vous des beignes aussi avec votre café? Non. Non. Mais décrivez-moi un peu Station W. Station W, c'est un endroit que tu peux venir vraiment. On fait les brunchs la fin de semaine. Ouais. On a un menu dîner avec des tartines, des salades, des sandwichs. On fait tout est fait maison, les pâtisseries, les sandwichs, toutes nos préparations sont faites maison. On fait de l'événementiel le soir en salle privée. Là. Il y avait moyen de privatiser nos salles. On a un volet pâtisserie qu'on fournit d'autres commerces en pâtisserie aussi parce qu'on a une cuisine commerciale. Mais c'est vraiment fait pour le quotidien des gens. Les gens viennent 2 fois par semaine, 5 fois par semaine, 7 fois par semaine. Ouais, c'est vraiment l'extension de la maison. Vous êtes très engagé dans la communauté aussi. Oui. Là. Quand vous voyez, par exemple, Tim Hortons, Dunkin' Donuts qui revient au Québec, Tim Hortons qui va mettre 400 millions de dollars pour ses projets d'expansion. Comment vous, avec Station W, il faut en vendre du café puis des quiches là, puis des petites salades? Il faut effectivement, en vendre. Contre ces grands groupes là, qui
qui passent oui, la gratte? ils vendent du café et oui, à un moment donné, ils ont l'avantage qu'on n'a pas, ils ont des marges. Ouais. C'est négocié, c'est acheté en très, très gros. Le café, c'est pas du tout la même chose. Boire un café de Tim Hortons, boire un café de spécialité Station W, c'est pas du tout la même chose. Mais à un moment donné aussi, comme vous l'avez dit en début d'émission, il y a une pression qui est mise sur la classe moyenne. À un moment donné, les gens n'ont pas non plus toujours les moyens de venir dans nos petits établissements. C'est ça. Mais ça, malheureusement, on peut pas... je pense pas qu'on peut y faire grand-chose. Ce qui fait plus peur avec l'arrivée des chaînes où on dit ils veulent se déployer dans nos quartiers, comme supposons Dunkin' Donuts. J'ai rien contre Dunkin' Donuts, j'ai rien contre les beignes, j'adore les beignes. Mais c'est que souvent, ce sont eux qui vont finalement avoir le moyen, à moyen terme, de s'établir sur nos rues commerçantes parce que les loyers vont être rendus trop chers. Ouais. Il va y avoir qu'eux qui vont pouvoir se les payer. Ils vont avoir qu'eux parce qu'eux ont plus de marge de profit, ont beaucoup plus de jeux que nous, les Puis petits ils ont indépendants. plus de poignes aussi, ils ont plus d'arguments sans doute. Exactement. Vous êtes tout seul, vous n'avez 2 commerces. Ouais. Même s'ils fonctionnent bien, ça reste 2. C'est pas 4000 dans tout le pays. Là. Exact. Fait que si aussi pour un propriétaire de loyer commercial, de loyer commercial, s'il voit arriver quelqu'un avec ses avocats, avec sa firme d'avocats. avec sa firme qui a les reins très très solides, qui est une grosse une grosse bannière, ben c'est sûr que t'as plus vous de tout louer seul à lui côté. Lui à côté que tu te dis ouais, s'il arrive XY, une autre pandémie, vas-tu passer au travers? C'est sûr que ça vient nous défavoriser. Il y a une avidité, certainement, en tout cas, de certaines grandes chaînes, ça c'est clair, à prendre de plus en plus de parts de marché, ce qui risque de tuer des petits commerçants. Ce qui risque de tuer des petits commerçants et aussi ce qui risque de tuer, je trouve, l'entrepreneuriat, le commerce indépendant et nos rues commerçantes. Parce que nos rues commerçantes, on va parler de Wellington justement, il y a eu énormément d'efforts depuis les 13 ou les 15 dernières années, ou même plus que ça, pour que la rue devienne ce qu'elle est devenue présentement. Et puis c'est déjà très, très dur de gérer des rues commerçantes parce que ce sont tous des propriétaires de buildings indépendants. C'est pas comme un concept de centre commercial où vous avez un propriétaire qui essaie de créer le plus bel équilibre possible pour plaire au plus de gens possible, pour attirer des gens. Dans une rue commerçante, c'est plein de propriétaires indépendants, donc tout le monde loue un peu à qui veut. Fait que c'est déjà très, très dur de garder un équilibre parce que comme nous, on a une rue piétonne, ça attire beaucoup, beaucoup de restaurants. Ça fait qu'à un moment donné, on n'a pas de boutique. On n'a presque pas de boutique pour enfants, du linge pour hommes, du linge pour femmes. Il faut qu'il y ait une belle mixité. Ça prend une mixité. C'est ça. Et éventuellement, on veut pas non plus être noyé sous les barrières, les grosses bannières commerciales. Non, parce que c'est pas les bannières qui sortent dans la rue, c'est pas les bannières qui sont engagées. Qui sont engagées, exactement, qui créent le sentiment de proximité avec la communauté. C'est du générique. Exact. Puis le jour que la bannière fait plus ses sous, tout simplement, elle laisse le loyer vide, elle s'en va, puis après ça, on retombe dans un cycle de rue qui se dévalue. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une responsabilité des propriétaires fonciers? Moi, je pense que oui. Mais après ça reste, c'est leur entreprise. Moi, mon entreprise, c'est d'opérer un commerce à l'intérieur. Eux, leur entreprise, c'est de louer leur espace. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ils veulent aller chercher le plus d'argent possible. C'est là qui est difficile de... Ça vous est arrivé déjà de donner du café gratuit? Moi? Oui. À des gens qui avaient peut-être pas les moyens de s'en payer un chez vous? J'ai déjà donné des cafés gratuits pour des événements comme... Il y a des gens sur une rue qui font des maisons hantées à Noël, à l'Halloween. Mm-hmm. Donc, à chaque année, on donne du chocolat chaud pour les enfants, puis ils reçoivent à peu près, 300 enfants, c'est incroyable. Là. On donne du chocolat chaud, puis on donne du café. On en donne dans des écoles pour la semaine des enseignantes. On en donne... Donc, c'était la générosité, tout le monde peut en faire preuve. Là. Exactement. Puis ça fait partie d'une communauté aussi. Oui, t'sais. Exact. C'est ça qui... Oui, tu te dis, OK, je donne un peu de café à l'école ou je donne des tout petits biscuits à l'avoine qu'on fait maison pour la semaine des profs ou pour X. Eux, ça les fait vraiment, vraiment plaisir. Puis après ça, c'est tout le monde ensemble qui... C'est ça qui fait qui en profite, puis qui fait que c'est une communauté rassembleuse. Et tissé serré. Exactement. Puis on a besoin de ça. Je voulais qu'on parle à un propriétaire foncier aussi, parce qu'ils ont des enjeux, puis vous l'avez dit, Simon Defoy, on peut les comprendre, mais en même temps, il se passe des choses quand même assez parfois surprenantes. C'est que vous partez de la rue Wellington, il y en a
un plus riche, visiblement, qui va payer un plus gros loyer, qui va s'installer. Ou quelqu'un qui n'a pas eu à investir de sa poche pour les améliorations locatives. Non, c'est vos améliorations locatives. C'est mes améliorations locatives. Et puis lui peut se dire, je me revire de bord, je le loue à quelqu'un d'autre. Et l'autre personne va se dire, ben moi, le prix est beaucoup plus cher, mais moi, le prix m'intéresse parce que je n'ai pas à mettre d'argent. C'est clé en main. C'est clé en main. C'est clé en main, exactement. C'est l'autre qui l'a rénové puis qui a payé, mais il se fait kicker. C'est exactement ça. C'est incroyable. J'ai déjà vécu ça aussi. Puis est-ce que c'est un café qui s'installe? Je sais pas. On ne sait pas encore. C'est pas encore. Bon. C'est pas encore. Mais il faut en vendre du café. S'il paye plus que... Effectivement, mais lui, il a pour son dire qu'il va sûrement payer plus cher que ça. Oui. Mais lui, il a pour son dire que tout est là. La thermopompe est là, c'est moi qui l'ai payé. Tout y est. C'est comme tu t'installes, tu arrives, tu as un petit peu de sous. Mais vous n'avez pas de recours? Pas vraiment, non. Mon Dieu. Peter Sargakis est avec nous. Il est président fondateur de l'Union des tenanciers de bars du Québec, propriétaire foncier lui-même. Il possède plusieurs locaux commerciaux, entre autres rue Notre-Dame. Je sais pas si vous... Bonjour Peter Sargakis. Merci de prendre le temps de nous parler. Bonjour, je sais pas si vous en avez-vous sur la rue Wellington, Monsieur Sargakis? Non, vous n'en avez pas. Non, pas sur Wellington. J'en ai sur les rues traversales de Verdun, mais pas sur Wellington. Mais j'en ai les commerçants locataires partout dans la ville de Montréal. Puis, je sympathise avec les locataires de Verdun, mais dans son loyer total, là, les taxes d'affaires sont incluses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est au téléphone? Oui, monsieur? il est juste à côté de moi. Vous dites les taxes d'affaires sont incluses dans le loyer. Vous disiez tout compris, hein, Simon? Oui, c'est ça. Dans votre total que vous direz que vous payez le loyer, ça inclut les taxes d'affaires. Exact. Bon. Moi, c'est bas. Isabelle, vous vous rappelez de moi, à 92-95, avec Jean Doré. Oui. J'ai toujours battu la taxe commerciale. Ils sont abusifs. Dans les villes comme Montréal puis Verdun, sont très abusifs. Ça, vous avez raison, par exemple. Ouais. Maintenant, les taxes-là sont envoyées au propriétaire, puis lui, il faut qu'il collecte, il met dans les loyers du locataire. Oui. Un autre élément qui est important, le sympathisme avec le locataire. Là. Le sympathisme, c'est pas facile. Il a dépensé l'argent pour rénover son local, mais vous savez qu'est-ce qui se passe avec les extorsions présentement? Allez-y. Les bandits... oui, complètement. Les gens qui mettent le feu à des commerces, des restaurants, des cafés, des pizzerias, Oui, mais vous savez pas que les taxes, les assurances sont doublées. Oui, il y a ça aussi. Donc, le propriétaire est pris avec ça. Mais j'essaie pas de défendre les propriétaires, là. J'ai essayé de vous expliquer qu'est-ce qui arrive, c'est un peu logique. Oui, mais Peter Sargakis, quand vous dites les taxes foncières, le propriétaire les met dans le loyer parce que la ville nous charge à nous, propriétaires, des grosses... C'est dans l'extra, c'est pas dans le loyer. C'est pas dans le loyer? C'est dans l'extra qui vient à côté. OK. Oui, mais vous avez mis le montant total que vous payez au propriétaire. Oui, c'est ce que j'ai expliqué au départ. Il y a tout le temps une partie qui est... Tant de loyer, puis tant de taxes, puis tant de taxes, ça arrive à un loyer assez haut. Oui, mais M. Sargakis, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous prenez le montant des taxes, puis au complet, vous le passez au locataire. Alors que... Oui, s'il est complet, vous prenez la facture des taxes municipales foncières, puis vous la passez au complet au locataire. Alors que s'il y avait une espèce de régie du logement, mais régie commerciale, un tribunal administratif qui gérait le commercial, je pense que ça serait un petit peu plus équitable. Parce que là, dans le fond, vous prenez une facture, vous la passez à l'autre. Idem pour les... Il y a un moment donné, ça devient... C'est le pire qui peut arriver, contrôler les loyers commerciaux. La pire, c'est pas bon pour l'économie, mais c'est sympathise avec les commerçants, là. Mais c'est la pire qui peut arriver. C'est pas vrai. On n'a pas besoin d'un contrôle commercial sur les loyers. Les propriétaires des bâtiments, il faut qu'ils investissent, il faut qu'ils bâtissent, puis on peut pas contrôler. C'est pas vrai là, que la façon de contrôler les loyers, c'est la façon de faire d'un commercial. Ben moi, je peux vous dire, M. Sargakis, dans un coin justement où il y a certains de vos locaux, rue Notre-Dame, il y a de plus en plus d'itinérants.
Vous allez me dire, il y a un centre pas loin, ceci explique cela, mais il y a aussi beaucoup de locaux qui sont inhabités parce que il y a pas de locataires commerciaux qui sont capables de se les payer. On demande des 3 ans de baux, c'est-à-dire il faut que le locataire qui veut se partir une petite entreprise là s'engage pour 3 ans minimalement. Souvent c'est 5 ans. C'est des loyers de 4, 5, 6 000 $. Comment voulez-vous que les gens d'abord se projettent, où est-ce qu'on va être tous dans 3 ans ou dans 5 ans? C'est beaucoup s'engager. Ça devient difficile. Vous trouvez pas qu'à un moment donné... C'est difficile. C'est des vieux locaux, là. C'est des vieux locaux. Moi, j'en ai visité des vieux locaux pas à rabouter, là, à refaire au complet, là. L'équivalent de votre local, là, Simon, à l'époque, là. Tu dis, voyons, et ça, c'est des milliers de dollars. Oui, mais malheureusement, tu investis l'argent dans ton commerce, les locataires, je vous l'ai dit, en vertu des bails que tu as. Si ton bail est 13 ans, faut que tu investisses pas plus parce qu'il faut que tu récupères ton investissement. Puis après, tu as l'espoir que les propriétaires ils vont donner un bail. Malheureusement, ça peut arriver à Verdun parce que je pense que les propriétaires plein de dépenses, puis il y a eu un meilleur offre. On peut pas contrôler les loyers commerciaux. Fait que c'est au plus offrant. Aujourd'hui, c'est au plus offrant. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Malheureusement, puis j'ai sympathie pour lui parce que moi, j'en ai les restaurants aussi, puis les bars. Ouais. Mais malheureusement, c'est comme ça avec les loyers commerciaux. Puis là, vous parliez des assurances. Vous dites les assurances, Peter Sargakis. Mais ça, c'est les assurances que vous dites, monsieur, là, c'est pas du tout inclus dans le bail, dans l'augmentation de loyer. Ouais. C'est en extra à côté. Ouais. C'est le frais supplémentaire qu'on paye. Donc, même si vous me dites, les taxes vont augmenter, la Ville de Montréal nous charge beaucoup trop pour les taxes, vous prenez la facture, vous le refilez au locataire. Au complet. Au complet. Mais lui, son bail continue d'augmenter à côté. Là. Donc, c'est une double... Ça augmente pas juste d'un côté, ça augmente des deux côtés. Puis, je suis d'accord avec vous que... Je sympathise avec vous. Parce que vous avez pris votre commerce, puis je sympathise avec vous. J'espère qu'il vous a donné assez de temps de négocier, parce que ça se fait toute la négociation. Qu'est-ce que vous voulez? Je sympathise beaucoup parce que moi aussi, dans la restauration, mais toutes les dépenses qui ont augmenté, l'assurance, les chauffages, les taxes commerciales, les taxes foncières, tout a augmenté, toute électricité. C'est pas facile, là. On peut plus faire de l'argent dans la restauration, c'est tellement difficile. Oui, vous dites en restauration, vous avez pas ce problème-là. Il y a personne qui est venu faire des graffitis sur vos fenêtres non. ou même. Oui, non. C'est ça. On touche du bois. Non. Un petit café, ils se sont dit, il n'y a pas beaucoup à aller chercher en protection là. Mais dans certains restaurants, on l'a vu entre autres sur la Rive-Sud, à Saint-Lambert, à Peter Sargakis, dans certains bars aussi, l'extorsion pour la supposément protection des bandes criminalisées, ça, c'est un véritable enjeu. Vous dites ça a fait doubler les polices d'assurance pour ces commerces-là? Minimum dans les restaurants. Ah ouais. Et vous savez, c'est rendu tellement dangereux avec l'extorsion que les propriétaires, ils ne veulent plus louer au restaurant et au bar. C'est un folie que ce qui arrive dans le marché aujourd'hui avec les restaurants et les bars. Ouais. L'extorsion, ils mettent le feu, puis les assurances, ils ne veulent plus avoir des réclamations. C'est un autre problème, là. Ouais, donc ils ne veulent plus assurer. Je vais comprendre le monsieur qui... Est-ce que vous auriez fait ça, vous, Peter Sargakis? C'est-à-dire, mettons, là, c'est Simon Defoy, c'est votre locataire, ça fait 13 ans qu'il est là, il a tout rénové votre logement, c'est votre bâtiment à vous, il a payé la thermopompe, il a refait le plafond, tout grâce à lui, là, c'est un méchant de beau local. Est-ce que vous l'auriez mis dehors pour louer au plus offrant? Un instant. Je donnerai le premier chance à lui. S'ils avaient une offre, j'ai dit à lui, écoutez, là, faut que tu me payes tant. OK. Vous auriez dit, bon, là, quelqu'un m'a offert 7 000, t'es-tu capable de l'accoter? Bon, est-ce qu'on vous a offert ça, Simon? Est-ce qu'on vous a donné cette possibilité? Je l'ai demandé. Ah, puis il n'a pas voulu, là, c'est ça? Au moins le droit de premier refus. Je l'ai demandé. Fait que, Peter, vous auriez donné le droit de premier refus. OK, ben ça, c'est
C'est correct. Non, mais c'est quelque chose d'important, ça. Ben oui, complètement. On a un locataire qui paye les loyers depuis 12 ans. Exact. Faut qu'on dise, écoute-moi, mon ami, là, moi, j'ai un offre tant. Ouais. Même, je prenais un peu moins, quelques pourcentages moins, c'est garde-là, puis c'est un bon payeur. Exact, parce que Si ça... le propriétaire ne veut pas faire ça, c'est pas correct. Ouais. Mais il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours pour Simon. Là. Non, il n'y a pas de recours. C'est pas illégal. C'est légal. C'est peut-être pas éthique, par exemple, mais bon. Ça n'arriverait pas jamais d'avoir un recours. Le commercial loyer, là, c'est libre au marché. Ouais. Mais on l'offre avant à notre client lui qui est là. Tu sais, Merci, Peter Sergakis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Président fondateur de l'Union des tenanciers de bar du Québec, lui-même propriétaire foncier. Simon, ça, c'est l'autre affaire. M. Sergakis disait, tu sais, quand tu as un bon locataire, tu sais qui te paye. D'un coup, que le prochain, il ne paye pas. On le souhaite. Oh, vous envoyez Bad Karma! On le souhaite. J'avais dit, j'espère qu'il ne payera pas. Tiens, toi, dans les dents du prochain. Ça se peut. Ça se peut. Ben, c'est parce qu'en rendu, c'est... C'est prix-là, ouais. Il faut en vendre du café là, pour payer 5 000 piastres de loyer par oui, mois. Oui, puis là. M. Sariakis dit les assurances ont augmenté. Ouais, les assurances augmentent aussi pour le... Complètement. Tout le reste augmente. Tout le reste augmente. Ouais. C'est pour ça, c'est là qu'on est un peu désavantagé en tant que commerce indépendant. On n'a pas la flexibilité des marges des grandes chaînes. Puis les gens disent souvent, on va chez vous, on prend un café, c'est déjà rendu vite, ça va avec les taxes, t'es vite à un grand latte, ça peut te coûter 6 $. Là. Vous avez même fait un appel à ce que tout le monde se réveille un peu. Vous avez dit, faut que toute la communauté, les gens d'affaires... C'est pour la survie de nos rues commerçantes. Ouais. C'est pour la survie du commerce indépendant et de l'entrepreneuriat aussi. Ouais, parce que des ça petits décourage. entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui rêvent de se lancer en affaires, puis ça passe souvent par les rues commerçantes. Moi, je rêve depuis 30 ans de m'ouvrir un petit café. Oui, il y a beaucoup de gens qui rêvent et qui pensent que c'est si facile. C'est pas une bonne idée, hein? Je pense pas que c'est facile, mais mon Dieu, on veut tous avoir notre petit café. Vous voulez tous avoir votre petit café, mais bon, c'est vrai? Hein? Vous très mauvaise idée. Je pense que je vais aller le boire chez vous, plutôt. Mais vous pouvez venir passer une journée d'un jour. Oui, je vais absolument vous lire un commentaire. Oh non, mais attends, lis plein de commentaires. On en a eu plein, vas-y. Parfait. Kevin de la Côte-Nord. Je vais peut-être me faire lancer des roches, mais voici mon opinion. J'avais l'habitude d'aller dans un marché local acheter mon muffin et mon café filtre chaque matin alors que je travaillais. Au début, c'était 5 $. Là, on nous demandait en plus du pourboire. Aujourd'hui, c'est 8,50 $, toujours sans pourboire. Le pourboire, je prends donc un café Ouais. une fois par 2-3 semaines et je vais prendre un café filtre au McDo. C'est toujours le peuple qui paye pour les hausses de prix. Parce que vous disiez d'encourager les commerces locaux, mais c'est difficile. Mais c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, les gens sont comme, ouais, mais ça coûte cher aller chez vous. Ouais, mais le loyer augmente, les assurances augmentent. Les marges sont petites. Les marges sont petites. À un moment donné, si on veut passer au travers, on n'a pas le choix de charger le vrai prix. Puis ensuite, c'est ça qui arrive. C'est le consommateur, au final, qui est perdant aussi. Là. Mais pourquoi, on est prêt à payer, je sais plus combien c'est rendu, là, un latte, je sais pas quoi, au Starbucks. C'est 8 piastres et demi, mettons. Ouais. Si tu veux la crème fouettée. Écoute, tu demandes du sans lactose, ils te chargent 1 piastre de plus. Peux-tu croire? Ouais. Je veux dire, je vais venir avec ma pinte de lait, là, si ça continue. Mais on est prêt à payer ces montants-là pour des grandes bannières. Mais quand on va voir le petit cafetier local, on s'imagine que le café va coûter 3 piastres. Expliquez-moi ça, Simon. Comprenez-vous notre logique? Oui. Non, mais notre logique illogique. C'est absolument illogique parce que le Starbucks devrait vous coûter moins cher parce que c'est pas un café de spécialité. Ouais. C'est du café. Ils ont un pouvoir d'achat incroyable. Ouais. Et puis, leur café devrait vous coûter moins cher. Mais non, c'est chez nous que les gens veulent économiser. Les gens veulent économiser, effectivement, oui. Parce qu'ils savent que vous êtes petit. On le sait comme commerçant que vous avez, qu'on peut peut-être plus vous toucher, alors que les grands, ils vont pas pleurer sur nous. Exact. Ouais. Faut y penser à tout ça. Oui, faut y penser. On a un choix comme consommateur. On peut encourager. C'est vrai que payer, c'est voter. Acheter, c'est voter. Oui. Évidemment, la question du pourboire, dès qu'on parle de restauration, la question du pourboire revient. Ça revient chez beaucoup de nos auditeurs là, qui sont plus capables, le pourboire. Le pourboire coûte aussi cher aux commerçants. Hein? Ouais. On le paye avec la carte de crédit. C'est des frais qu'on a appliqués sur le pourboire. Là. On le paye aussi. Ça coûte aussi cher aux commerçants. Simon Defoy, on ira vous voir, donc boire un café au Shop Angus. Shop Angus, mais on va être ouvert tout l'été en mode éphémère sur la rue Wellington. On s'est trouvé un local... au coin Regina. Alors, on va être ouvert. C'est sur la rue Wellington, du même côté que la station du 3852, mais
L'adresse exacte, là, ça m'échappe, mais c'est au coin Regina et Wellington. OK. Puis ça, c'est juste pour l'été. C'est pour l'été. Là, il fallait agir rapidement. J'ai eu la nouvelle il y a 2 semaines. On a trouvé ça Café Éphémère pour faire travailler mon monde. Ils vous ont loué juste 3 mois? Ben, eux sont fermés pour l'été. Fait que là, je me suis organisé. C'est la rue piétonne. C'est quoi comme commerce? C'est pas un commerce, c'est c'est le club social des Madelineaux. Dans les années... vous êtes là! On va être là pour l'été, oui, vous êtes exactement. donc bien chanceux d'avoir trouvé ça. Belle idée! Oui. C'est bon. Ben, c'est avec la Société de développement commercial de la rue Wellington qui font un travail extraordinaire. On a travaillé ensemble pour trouver ça. Bon, ben génial. Simon Defoy, merci beaucoup d'être venu nous voir. On en profite pour saluer tout le monde de Verdun. Salut tout le monde. Voilà. La fille de Verdun était comme bien fière. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va parler, il est 13h30, ben oui, on va parler de Gilles Villeneuve, ce qu'il représente pour vous, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il a été consacré personnage historique du Québec. On va en jaser avec Luc Poirier, qui va aussi nous parler de sa grande collection, c'est probablement une des plus grandes au Canada, de voitures de sport. Il y a des modèles là-dedans dont il va vous parler qui sont exceptionnels. Et bien sûr, vous me direz, êtes-vous dans la fièvre de la F1? À tout de suite, tout le monde. Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Notre grand pilote de Formule 1, Gilles Villeneuve, vient d'être consacré aujourd'hui même personnage historique du Québec. Il va donc ajouter son nom aux côtés des grands Maurice Richard, Louis Cyr, René Lévesque. Il y a aussi Thérèse Casgrain. C'était déjà une légende de son vivant, de par ses nombreux exploits en course automobile, mais il est devenu à sa mort le 8 mai 1982. On s'en souvient, des images épouvantables. À la fin des qualifications du Grand Prix de Belgique, Gilles est allé il a été complètement éjecté de son siège, avec son siège, et s'est ramassé dans le grillage de sécurité. Ça a été vraiment l'horreur pour tous les gens, pour sa famille, pour ses proches, bien sûr, mais pour tout le Québec qui le pleure en cœur. Je pense qu'on peut le dire. Moi, j'avais sa photo en poster dans ma chambre quand j'étais petite. C'était pour moi un modèle très inspirant, Gilles Villeneuve. Avec nous, Luc Poirier, il est bien sûr entrepreneur que vous connaissez, dragon, philanthrope, grand collectionneur de voitures. On va en parler. Mais aussi quelqu'un qui a, sans doute comme moi, Luc, merci d'être là, été très inspiré par le grand personnage qu'était Gilles Villeneuve. Ben, je pense que toute la génération ta génération, ma génération, puis celle qui a suivi, bien évidemment, on l'a pas tant connu, mais ses exploits sont tellement incroyables. Puis on revoit des fois des extraits comme quand il y avait l'aileron cassé là à l'avant, il a réussi à se débarrasser de l'aileron. Puis tu sais, un petit gars de chez nous, inconnu, le Québec à l'époque, c'était pas connu du monde entier, puis de se rendre exact. Et de se rendre en Formule 1 et de piloter pour l'écurie la plus prestigieuse de l'histoire, c'est quelque chose. Ferrari, exactement. Qu'est-ce que tu retiens de Gilles Villeneuve, Luc? Ben, tellement de choses. En fait, faut comprendre, là, les gens souvent ne savent pas, mais sa carrière a débuté avec les skidoo, hein, la motoneige. C'est pour ça qu'il était aussi bon dans la pluie, par exemple en Formule 1, dans la pluie, dans des conditions un peu misérables. C'était le meilleur, c'est pas compliqué. Il avait pas peur non plus de glisser parce qu'un skidoo, ça glisse toujours, donc il jouait avec sa voiture, donc comme personne d'autre a été capable de faire là, dans l'histoire de la Formule 1. D'ailleurs, c'est pour ça que il a été tellement reconnu à cause de ce fait-là. Puis Enzo Ferrari l'a pris sous sa garde. Puis malheureusement, sa carrière a fini trop tôt parce que évidemment, si ça avait continué, il aurait été un des grands coureurs de ce monde, c'est certain. C'est normal, tu trouves, puis on pose la question à nos auditeurs également, c'est normal qu'il soit aujourd'hui intronisé au temple des grands Québécois aux côtés de Maurice Richard, par exemple. Maurice Richard qui est devenu aussi une légende, un symbole historique même de Canadiens français qui ont réussi à devenir des grands champions. Villeneuve aussi. Olivier, je pense qu'on va poser la question à nos auditeurs également. Ouais, que représente Gilles Villeneuve pour vous? 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Donc, c'est normal pour toi qu'il soit intronisé aujourd'hui? C'est normal, ça aurait dû être fait longtemps.
T'as tellement longtemps raison. qu'à moi, puis tu sais, son fils, on en parle moins, mais aussi, c'est le seul qui a gagné le championnat Indy, le championnat Formule 1 également. Tu sais, peut-être qu'un jour, il va être aussi... En fait, la différence entre les deux, c'est que, tu sais, souvent, quand un décède, on en parle plus, puis c'est plus un héros, un peu comme les musiciens, tu sais, Nirvana, etc. Ça devient des légendes post-mortem, qu'on dit. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, moi, j'ai connu un peu Joanne aussi, son ex-femme, là, qui est sa femme. La mère de Jacques, Puis, c'est une femme extraordinaire, elle aussi. Puis, elle aide à, tu sais, quand on la rencontre, cette femme-là, elle nous conte des histoires rocambolesques de l'histoire de Gilles Villeneuve. C'est, en tout cas, ceux qui ont la chance de la rencontrer, là, puis d'entendre les histoires, c'est phénoménal. Il y a une anecdote qui te revient par rapport à Gilles Villeneuve? Ah, ben oui, quand il coursait, mettons, il partait de Monaco, puis il allait un peu, je pense, c'est en Allemagne, je pense, ou en France, puis là, il coursait avec un autre coureur, avec une Ferrari, je crois, une 308 à l'époque. Puis il coursait, puis c'était dans les rues normales, là, un peu comme Sainte-Catherine ou peu importe, là. Et ça coursait au-dessus de 200 km/h, les deux ensemble. Il aurait très bien pu mourir de cette façon-là plutôt que sur une piste de course, là. Ouais, pendant des essais, c'est assez incroyable. Tu parlais de Jacques, le fils, donc, est quand même le premier Canadien champion du monde de Formule 1. C'est impressionnant, effectivement. 1997. Ouais, pour Jacques Villeneuve également. Tu parles de Ferrari. Je voulais te parler aujourd'hui, bien sûr, de ta collection de voitures, tout en continuant, bien sûr, de vous demander si vous avez un petit mot à dire là, sur Gilles Villeneuve, bien sûr, mais aussi si vous êtes dans la fièvre de la F1 et si vous aimez les véhicules, parce que là, il y a plein de véhicules qu'on peut observer. Moi, mon Dieu, il y en a plein les rues. Tu vas au centre-ville, là, ils sont ici et là. Il y a même des gens qui s'en sont loués, sans doute, Luc, probablement des gens que tu connais qui se sont dit, tiens, je me loue ma Ferrari en fin de semaine. Toi, tu n'as pas besoin de les louer, tu les achètes. Et puis, il faut qu'elles soient particulières. Ouais, vas-y. Ouais, j'expose quelques voitures sur Crescent. Au Casino de Montréal aussi, vous pouvez voir ma Formule 1 de Ferrari, Michael Schumacher qui est là. Donc, on participe aussi, là. Puis c'est le temps de l'année, hein. Habituellement, c'est au mois de juin. C'est ça qui lance l'été, habituellement. Là, ils ont décidé, pour que les gens comprennent, ils ont décidé de faire ça en mai pour au niveau du développement durable, de pas être obligé d'aller en Europe et de ramener les autos, parce que il y a 2 semaines, on était à Miami pour le Grand Prix de Miami. Ouais. Donc, c'est au niveau écologique là qu'ils ont décidé de faire ça. Donc, tant mieux. Puis, ça lance l'année plus tôt. Puis, tant mieux. Là, moi aussi, j'étais à Montréal tout à l'heure. Puis, il y a des voitures exotiques partout dans les rues. Quelle est la plus exotique de ta collection, Luc? C'est la 250 GTO, une vieille 1962. Sinon, récemment, c'est la Ferrari Aperta, qui vaut à peu près 20-21 millions à peu près. Puis, elle vaut, attends. OK, 30 secondes là-dessus. Elle vaut 21 millions de dollars, cette voiture-là? Oui, 20,8 à peu près, effectivement. Ouais. Et toi, tu l'as payé quel prix? En canadien, 7 à peu près. 7, OK. Puis elle vaut 3 fois plus aujourd'hui? Ben, les voitures ont explosé. En fait, c'est pas juste... oui, c'est une passion pour moi, les voitures, là, mais c'est aussi un investissement. Les voitures, les prix dans les 2-3 dernières années ont explosé. Heureusement, j'ai commencé ma collection à la COVID. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la COVID, au lieu de relouer mon bail, j'étais dans un édifice à bureau au 10-30. Puis j'ai décidé, à la place de louer un entrepôt, faire mes bureaux dans l'entrepôt, puis commencer une collection. Puis heureusement, j'ai fait ça parce que les voitures, mettons, ma collection que j'ai payé 40 millions, aujourd'hui, ça vaut 110 millions à peu près. Oh, mais attends, donc c'est récent que tu as vraiment bâti une collection, parce que je croyais que tu m'avais déjà raconté que tu avais commencé jeune à économiser tes sous. On connaît ton historique familial. Tu viens d'un milieu qui était vraiment pas riche, hein, pour pas dire complètement pauvre. Tu as travaillé depuis l'âge de 14 ans, puis même, je pense, avant même d'avoir un permis de conduire, puis de conduire ta voiture, t'avais acheté une voiture, c'était déjà une voiture de collection, c'est ça? Non, c'est une Porsche. C'était pas de collection. C'est une Porsche à l'époque. J'avais 15 ans et demi. J'avais pas mon permis, effectivement.
Mais depuis des Ferrari, j'en achète depuis 2004. J'ai donné mon premier dépôt à l'année 2000. Puis il y avait 4 ans d'attente à l'époque là, pour recevoir une Ferrari. Donc 2004, j'ai eu ma première Ferrari. Puis j'ai acheté au moins 1 à 3 Ferrari par année, à chaque année, jusqu'à 2020. Puis en 2020, je me suis fait refuser par Ferrari une voiture. En fait, en 2019, je me suis fait refuser une voiture spéciale. Puis là, ils m'ont dit, t'es pas collectionneur. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé de faire la collection. Parce qu'avant, j'en achetais beaucoup par année, mais je les revendais au courant de l'année ou l'année suivante. Oui. Ici, la voiture, là, on vient de l'avoir, la voiture. Ouais. Exactement. La petite bleue décapotable, là, ça, c'est dans ma palette de couleurs. La petite bleue décapotable, bleu poudre, là, ça, celle-là, là, c'est quoi exactement? Ouais, c'est un amphicar. Ça, c'est dans le temps de la guerre. C'est allemand. Dans le temps de la guerre, Hitler voulait faire des voitures amphibies pour traverser les rivières une fois que le pont était détruit par l'armée allemande. Puis les ingénieurs, après la guerre, les ingénieurs ont continué de travailler sur le concept, puis ont lancé cette voiture-là. C'est une 1961, cette voiture. Oh, aïe. Puis là, donc, il y a encore des rêves que tu nourris. Tu aimerais posséder quelle voiture aujourd'hui? Ma prochaine exotique, là, ça va être une Bugatti tourbillon qu'on appelle. C'est le nouveau modèle de Bugatti qui s'en vient. Puis est en commande, donc je devrais l'avoir dans à peu près 1 an et demi à peu près. Et dis-moi, Luc, en terminant, qu'est-ce qui est plus payant? Se monter une collection de voitures de grand prix comme ça, de grande valeur, ou acheter un terrain pour faire une usine de batterie par le gouvernement? C'est sûr que les terrains, que ce soit pour l'usine de batterie ou en général, le terrain va toujours rester plus payant. Mais dans la vie, faut vivre avec passion, puis je mêle la passion de l'automobile avec l'investissement, donc c'est parfait. Ouais. Puis là, bon, on se texte régulièrement, puis je te posais la question cette semaine à savoir parce qu'on a su que tu étais sur la liste des racheteurs potentiels. Tu m'as dit, je peux pas en parler, j'ai signé des documents, mais ce qu'on sait, c'est que, tu me l'avais dit ici même à cette émission, à nous, tu nous avais dit que tu serais prêt à le racheter l'année dernière. Après, c'est la question du prix, là. Disons qu'on te met de côté, là, pour que ça soit intéressant là, pour un acheteur, il faudrait qu'il y ait quoi comme condition pour que le terrain de Nordvolt représente un véritable bon investissement? En fait, il faudra avoir une certitude qu'on peut bâtir, puis c'est pas le cas actuellement. Donc, c'est pour ça que j'essaie de m'entendre avec le gouvernement avant d'aller que le syndic leur prenne et tout ça, parce que je voulais leur dire, je suis prêt à vous donner le même prix que j'ai payé, moins les impôts que j'ai payés, bien évidemment, condition à que j'aille un permis. Donc, la condition serait que j'aille un vrai permis en bonne et due forme, parce que là, on peut acheter, puis peut-être dans 10 ans, il n'y aura pas de permis encore d'accorder. Là. Ça veut pas dire que... Puis il y a un gros risque présentement. Puis il y a les lignes d'hydro aussi, il y a tout ça aussi qui manque. Hein? Si tu n'as pas d'électricité, tu peux pas développer. Là. Puis moi, Hydro-Québec m'avait dit entre 8 et 10 ans à recevoir l'électricité. Puis Nordvolt, quand ils ont acheté, 3 mois après, l'électricité était réglée. Hydro-Québec s'en venait. Fait que tu sais, quand le gouvernement veut, ils peuvent, mais malheureusement, dans mon cas, le gouvernement ne voulait pas. Hey, Luc Poirier, merci beaucoup. J'en profite pour dire que tu as accordé une entrevue à ma collègue Sophie Durocher dans le cadre de l'émission Le Blanc des Yeux. Il y a d'ailleurs un article dans le journal aujourd'hui. Alors, si vous avez la chance d'écouter cette entrevue avec Sophie et Luc Poirier. Merci beaucoup, Luc, d'avoir pris le temps de nous parler. Fait que t'es bien dans la fièvre de la F1, là. Toi, c'est déjà parti, là. Ouais, depuis mardi soir, là, c'est à tous les soirs, il y a des événements. Puis là, dans le jour, ça commence aujourd'hui. Donc, c'est jusqu'à dimanche soir, on est fatigué, on n'a plus de voix. Mais c'est aussi à cause du Canadien qui vont bien. Donc, en fait, on peut rien demander mieux là, pour l'instant. Là. En ce moment, c'est le summum. Voilà, en ce moment, écoute, c'est grisant. Ouais. Sincèrement, c'est grisant. C'est des bonnes nouvelles pour Montréal et pour le Québec en matière de retombées. On va se souhaiter que ça continue comme ça. C'est une bonne idée, tu trouves, de devancer d'une semaine la saison, là, de faire ça fin mai plutôt que début juin? Non, c'est pas une bonne idée, mais je comprends le pourquoi. Puis au niveau écologique, c'est 1000 fois mieux, bien évidemment. Mais pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que dans le fond, ça devance les affaires. Pourquoi ça pourrait pas être une bonne idée? Toi, tu dis que c'est pas une bonne idée?
Non, c'est trop tôt parce que là, il fait beau, là, on est chanceux, là, mais historiquement, il fait beaucoup plus beau en juin qu'en mai. Là. Ouais, même si on a eu souvent des pneus pluie pour les Grands Prix. Non, je le sais, souvent, c'est mon anniversaire, puis souvent, il mouille pour mon anniversaire. Non, je suis d'accord, mais en juin, qu'est-ce qui arrivait? C'était le lancement de la saison estivale. Tu sais, les terrasses, là, tout était lancé, puis la vibe était plus propice. Là, on va s'ajuster, mais au final, ça va fonctionner pareil. Là. On aime tellement le Grand Prix, ça va fonctionner pareil. Merci, Luc Poirier. À bientôt. On va s'arrêter ici. On va poursuivre sur les automobiles, mais là, dans un autre ordre d'idée, parce que on l'a vu, bon, évidemment, je vous ai parlé des travaux cette semaine. Ça va être difficile pour les automobilistes montréalais, bien sûr, à cause du Grand Prix, parce que, évidemment, plus vous approchez du lieu même et plus les rues sont barrées. Mais il y a aussi tous les chantiers là, qui vont être là pendant tout l'été. On parle plus d'une cinquantaine de chantiers. On a demandé d'ailleurs à la Ville de nous expliquer un petit peu là, comment mieux prévoir nos déplacements en fin de semaine, mais tout au cours de l'été. Ils ont refusé notre demande d'entrevue. Ça nous empêchera pas de vous demander à vous, est-ce que vous êtes tanné comme automobiliste de toujours faire les frais des décisions, payer plus, l'essence, les travaux? Et puis on le voyait cette semaine, il y avait un très bon article où on disait l'inflation touche le plus les automobilistes. En fait, ce sont les automobilistes qui font le plus les frais de l'inflation galopante qu'on vit en ce moment. Alors, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. À tout de suite. Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On est resté accroché sur les voitures de Luc Poirier. T'es allé vérifier pendant la pause? Bugatti Tourbillon, je veux dire, c'est un véhicule qui semble tellement futuriste. Je l'ai mis au pacing, on va la montrer tranquillement à l'écran, là, mais on parle d'une voiture avec des coupes, je veux dire, d'un look futuriste. On dirait Transformers, Isabelle. Ah oui, complètement. C'est fabuleux. Puis ça, on parle de plusieurs millions de dollars, là, cette voiture-là. Là. Puis parfois, on se demande pourquoi que c'est un si bel investissement pour lui. Mais il en a déjà parlé dans plusieurs documentaires, c'est que lorsqu'il en achète, il y a l'exclusivité des modèles rares par la suite. Donc, une fois que ça sort du concessionnaire, ça prend beaucoup de valeur. Il y en a peut-être 40 dans le monde. Lui, il en a 4, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça augmente. Les portes lèvent vers le haut, là, comme des ailes. On exactement. Dirait. C'est comme c'est magnifique. On dit que c'est une hypercar hybride révolutionnaire. Il y en a seulement 250 exemplaires. C'est un V6 de 8,3 litres avec 3 moteurs électriques et une puissance de 1800 chevaux. Pour passer du 0 à 100 km, c'est 2 secondes. 0 à 200, devine combien? 5 secondes. Et là là. Ouais. Ça, tu vas pas sur la 20 avec ça. Non. Faut pas que tu pognes un nid de poule. Non, un an et demi. Parce que si tu prends un nid de poule. Ouais, là. Ouais. 1 an et demi d'attente. C'est ce qu'il mentionnait. Et quelques millions à la clé quand même. C'est vendredi, mais pour les habitués qui nous disent, y aura-t-il un service à l'auto? Ben non, parce que notre ami Antoine est au John Vauvert quelque part en train d'essayer une voiture dont il nous parlera sans doute la semaine prochaine. Mais on vous parle quand même pas mal de voitures. On vient de le faire. Et là, on voulait faire le pont avec une nouvelle qui est sortie cette semaine. Puis je voulais vous en parler parce que je vous parle souvent d'inflation, de classe moyenne. Puis ça m'a beaucoup intéressé quand on a vu les chiffres de l'inflation en avril, là, principalement attribuables à l'augmentation du prix de l'essence. Bon, dans la foulée du conflit en Iran, bien sûr. Pas sûr que je vous apprenne quelque chose ici, là, mais quand même, dans certains secteurs de Montréal, on l'a vu, le litre d'essence est installé à 2 piastres, 2,09 $, malgré les 10 cents de couche-tard hier dans mon coin à Verdun. Ouais, qu'est-ce qui explique ça? Ben, écoute, je suis arrivée à la pompe, il était avant 19 h, puis j'ai dit, il me semblait qu'il y avait un rabais de 10 cents. Il m'a dit, ben oui. Mais je dis, c'est 2,09 $. Il m'a dit, ouais, le 10 cents est dedans. J'ai dit, comment ça? Ben, c'est parce que ça a augmenté un petit peu. Fait que ça, c'est comme la taxe d'accise qu'on se rend pas compte qu'on avait parce que, dans le fond, l'essence a augmenté. Fait que, tu sais, c'est comme ça devient difficile. On est à la merci de ce marché-là, c'est incroyable. Écoute, et les automobilistes sont aux premières loges pour ça. C'est un peu la question qu'on vous pose. Avez-vous l'impression que, comme automobiliste, vous êtes un peu les bonnes pattes dans lesquelles on va toujours fouiller dans les poches pour toujours aller vous pomper du cash? C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Moi, je me sens comme une bonne pâte molle, en tout cas. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio.
On va en parler tout de suite avec David Alexandre Brassard. Il est économiste en chef à CPA Canada, l'Institut canadien des comptables agréés. Bonjour, David Alexandre. Parlons un petit peu des tarifs. C'est vraiment l'arrivée des tarifs américains qui sont arrivés, donc on peut dire en février 25. Ça fait déjà plus d'un an maintenant. Là. Mon Dieu que ça passe tellement vite. Plus d'un an que notre économie vit avec ça, est obligée de faire avec. Mais on l'a vu, là, ça touche particulièrement les automobilistes. Oui, ben les tarifs là qu'on subit des Américains, les principaux, c'est des tarifs qui sont sectoriels. Donc, on pense à acier, aluminium, secteur automobile, secteur du bois d'œuvre. Donc, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on a une chaîne d'approvisionnement automobile qui est intégrée en Amérique du Nord. Tu sais, ça se peut que les freins viennent d'Ontario, ça se peut que le moteur vienne d'ailleurs, ça se peut. Donc, les allers-retours comme ça, quand tu as des tarifs, ça se paye à chaque fois. Donc, on a vu là une inflation plus élevée dans les véhicules. En 2025, on était dans les chars neufs. Là, à mesure qu'on se déplace et que le consommateur a un petit peu plus de misère, on le voit plus dans les autos usagées, que ça se transmet. Puis là, malheureusement, là, en avril, on l'a pas encore vu dans les chiffres, là, mais il y a eu des changements sans rentrer trop dans les technicalités, les calculs de tarifs sont plus sévères. Donc, ça se peut que malheureusement, ça se continue. C'est ça. Mais rentrer quand même légèrement parce que c'est important, parce que maintenant, avant, les tarifs s'appliquaient sur tout un produit. Maintenant, on a comme décomposé les composantes, si on peut dire ça comme ça. Ouais, on pouvait calculer le pourcentage sur les composantes avant. Maintenant, c'est sur le total. Donc, voilà. Tu sais, ce qui arrive quand on a des tarifs, puis la raison pourquoi on dit que c'est une mauvaise manière d'aller chercher des sous, c'est que les entreprises essaient de les éviter. C'est normal. Quand on a des tarifs quand on a des tarifs, sur les pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par d'autres pays. Ça, vous l'avez vu. Quand on a des tarifs sectoriels, il y a beaucoup de codes de produits, tu sais, il y en a des milliers, donc ils essaient de naviguer tout ça. Puis là, l'administration américaine décide d'être plus sévère, puis d'appliquer le tarif sur le bien en entier. Puis malheureusement, là, c'est le Québec, lui, est frappé par l'acier et l'aluminium, un petit peu plus. L'automobile, le consommateur, on le ressent. L'industrie est plus en Ontario, donc c'est l'industrie ontarienne qui va se faire frapper. Ouais, les prix de l'essence, grosse hausse cette année là. Ouais, la rapidité puis la taille du choc. Ouais, exact. Là, en 2 mois là, on a une hausse de 30%, puis ça c'est après la suspension de la taxe fédérale. Si on regarde là, c'est presque du jamais vu là. Tu sais, j'ai joué avec les chiffres parce que j'étais un peu comme ça. Plus de 20% en 2 mois là, c'est très rare. On a vu ça à la pandémie, il y a eu une chute drastique, il y a eu un rebond. On a vu ça en 2029 justement quand il y avait la menace de sanctions sur des pays qui importaient du pétrole iranien. Avant ça, il faut aller dans les années 80 pour voir ça. Donc la rapidité du choc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent là. Ouais, vous disiez 2029, on n'y est pas encore, mais vous vouliez dire 2019, pardon. 2019, c'est ça. Oui, je me disais, il y a des limites à être visionnaire quand même, David. Oui. J'aimerais ça avoir une belle boule de cristal, mais on peut pas. Oui, c'est ça. On aimerait ça, nous aussi, tous. On saurait où investir le peu d'argent qu'on a. Mais quand vous dites c'est exceptionnel, 30% en 2 mois. C'est incroyable, ça, là. Les impacts, vous diriez, sur l'économie québécoise puis sur le portefeuille des gens? OK. Je vais casser Québec-Canada. Puis, OK, le contexte canadien, en commençant, là. La dernière fois qu'on a eu un choc pétrolier, vous vous en souvenez, c'est la Russie puis l'Ukraine en 2022. Le choc était moins gros, les prix étaient plus élevés au départ. On était dans un contexte différent, là. On avait encore l'épargne COVID à dépenser, puis les gens voulaient la dépenser. Là, en 2026, la population augmente plus. On a un consommateur qui est beaucoup plus sur pression, particulièrement au Québec. Ce qui différencie le Québec du Canada en ce moment, c'est que si vous le savez, vous en avez déjà parlé, j'imagine, le marché immobilier québécois, là, à l'exception du condo à Montréal, il va bien. Là. L'unifamilial à Sherbrooke est cher. L'unifamilial à Québec, elle prend encore de la valeur. Donc, on a un consommateur québécois plus comprimé financièrement. Puis là, si on pense aux jeunes familles ou ceux qui viennent d'acheter une propriété, c'est plus cher, il faut que tu achètes plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as besoin de véhicules, tu as besoin de rouler plus. Donc, en effet, on a un choc qui est très ressenti au niveau du consommateur. Oui, effectivement. Et donc, ces impacts-là, là, vous avez vu pour les 2 derniers mois, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'été soit un peu à l'image de ces 2 derniers mois? On ne voit pas d'accalmie là, à court terme, là, ou d'ici le prochain trimestre, là. Il y a pas d'accalmie à très court terme, malheureusement. Là, ce qui se passe, ce qui limite les dommages, puis je dis limite les dommages,
c'est que à travers le monde, les gens utilisent leur inventaire. L'Institut international de l'énergie a mentionné qu'il en restait pour quelques semaines. Donc, on a encore quelques semaines de, je dis stabilité, mais stabilité dans l'instabilité, là. C'est-à-dire que les prix vont rester élevés, vont peut-être pas monter plus, mais en effet, il y a plus ou moins d'accalmie dans tout ça. Ce que ça veut dire, c'est que le choc sur l'inflation à travers les prix de l'essence, on va continuer à le voir. Par contre, ce qu'on remarque là par rapport à 2022, ce qui est différent, c'est comme je l'ai dit, le consommateur est plus sous pression. L'argent qu'on dépense dans l'essence, puis dans les biens aussi, parce qu'il faut pas oublier que le problème d'un choc du prix de l'essence, c'est que nos biens, nos télévisions, notre linge, ça vient à travers le monde. Il y a des coûts de transport non négligeables. Ces coûts de transport-là sont plus élevés à mesure que l'essence est plus chère aussi. Donc, on l'a vu là, l'inflation sur les biens est en haut de 4%, excusez-moi, Mme Maréchal. Donc, mais ce qu'on voit, c'est que le consommateur consomme moins de services. On l'a déjà remarqué là, à cause de la hausse du prix de l'essence. Donc, c'est ce qui nous... Ça passe mieux dans l'inflation parce que les gens sont tellement comprimés qu'ils coupent leur consommation de services. Oui, on a quelqu'un qui est à bout, là, qui nous écrit. Parce que là, une fois que tu as mis ton plein d'essence dans ta petite Civic à 80$ ton plein, mais là, tu t'en vas sur des routes qui sont complètement détruites. Il faut le rappeler, on n'a pas le choix. Jonathan est complètement à bout. Il dit, moi, je suis tanné de payer pour des routes qui ne durent pas. C'est moi ou la 15, ils la refont à tous les 2 ans. À un moment donné, on n'en parle pas assez, là, mais d'en mettre plus épais de l'asphalte, ça serait pas une solution. Je suis pas fiscaliste, mais d'après moi, ça coûte moins cher d'en mettre un petit peu plus épais que de le faire à tous les 2 ans. Puis là, il rajoute, il dit, c'est qui prend cette décision-là? Qui est redevable de cette décision de ne pas mettre suffisamment d'asphalte, de le refaire aux 2 ans? Je veux dire, c'est mieux d'en mettre moins épais. Je veux dire, lui, ça y rentre pas dans la tête. Il est à bout, Jonathan. Ben exactement. C'est exactement pour ça qu'on fait le sujet. Une réaction à ça, David-Alexandre Brassard? Ouais, je m'embarquerai pas dans le discours, dans le débat sur l'ingénierie. Ce que je vais mentionner, par contre, dans une vie passée, j'ai travaillé au Plan québécois des infrastructures. Oui. Puis moi, pourquoi je me battais, c'est que quand ils voulaient ajouter une route, moi, je disais, on peut-tu mettre les coûts de maintenance de cette route-là déjà dans le plan? Exact. Pour les prochaines années, parce qu'on sait que nos routes se détruisent, parce qu'on sait que... Donc, par le passé, on a été un petit peu laxiste de ce côté-là. T'sais. On n'a pas tenu compte des futurs coûts de maintenance. Je pense qu'on est plus sur le marbre en ce moment, mais en effet, il y a un coup de barre sur les infrastructures il y a un effort qui va être mis là-dessus. Là, ouais. David-Alexandre Brassard, économiste en chef de CPA Canada, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis comme on parle de transport, et je vous disais là, que ça allait être un peu l'enfer cet été, ça a déjà commencé. Ça l'est déjà, oui. On va parler à l'expert en planification des transports, professeur à la Faculté de l'aménagement à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'UQAM, Pierre Barriot. Bonjour, Monsieur Barriot. Bonjour. Et chargé de cours pour pas que le syndicat me rentre dedans. Chargé de cours, excusez-moi. Ah oui, j'ai dit professeur, ça c'est un autre statut. Hop là. Chargé de cours à la Faculté d'aménagement. Bon, quand vous regardez tout ça, là, je vais vous entendre là-dessus, là, tous les chantiers. Bon, évidemment, quand il y a des gros événements comme la F1 à Montréal, c'est sûr qu'il y a une surcharge sur ce réseau routier qui est déjà hyper congestionné. Est-ce qu'on est obligé, nous, comme automobilistes, de toujours faire les frais? Est-ce que ça fait comme c'est ça, puis on est obligé juste de ravaler puis d'accepter? Monsieur Barriot, comment vous voyez ça? Bien, je vous dirais, vous posez une très bonne question. Le premier coupable, c'est tout simplement un sous-investissement dans les 45 dernières années dans nos infrastructures. On se cachera pas, là. On a sous-financé. On sous-finance encore massivement, là. À chaque jour, le réseau routier vieillit plus qu'on le répare. Il faudrait, pour avoir une chance de s'en sortir, il faudrait avoir presque 3 fois le nombre de cônes oranges sur notre réseau routier si on veut s'en sortir dans 2 générations. Donc, dans ce contexte... C'est le pire portrait, c'est le pire résumé que j'ai déjà entendu. Ça vient nous dire... Ben, au moins, ça a la vérité d'être clair. 3 fois plus de cônes oranges, ça, j'ai bien entendu. Oh, ben, de chantier, oui. Qu'est-ce que tu veux? Ben, ça n'a pas de sens. Ouais, de chantier. Puis, je vous dirais, je regardais la carte qui est sortie, là. Oui, avec les 52, des grands là. chantiers, oui. Et je vous dirais, il y a plus de 50% de la route entre mon chez-moi et mon bureau qui est dans les zones de chantier de cette année. Plus de 50% de la piste de roulage est dans le chantier. Alors, je vous dirais, je vais y goûter particulièrement fort cet été. Je ne serai pas le seul.
Moi, je suis dedans aussi. Plus que 50%, c'est quelque chose, là. Ah, c'est quelque chose, à tel point que... Mais tu te dis, ça n'a pas de bon sens, là. C'est où tu restes chez toi, ou tu t'en vas ailleurs pour éviter ça, mais ailleurs, là. Loin. Oui, tu vas voir Pierre à Vancouver. Oui. Parce que c'est un auditeur qu'on salue. Et puis, il y a des gens qui réagissent déjà, là, parce qu'il y en a qui disent « Hey, s'il vous plaît, voulez-vous rajouter une voie sur l'autoroute 20, ça arrive sud? » Puis je mettrais aussi sur la 30, sur la rive sud, il y a seulement 2 voies et on a de la place, là. Il y a de la place en masse là-dessus, mais je me dis, hey, si on commence ça, Isabelle. Mais là, ce que vous dites, Pierre Barriot, c'est que, attendez, là, on reprend votre analyse, là, parce que ça fesse quand même. Là, et puis vous avez dit, l'autre élément important de ce que vous avez dit, c'est si on voulait y arriver au cours des 2 prochaines générations, donc sur 20 ans, c'est comme si il faut qu'on accepte aujourd'hui, est-ce que c'est ça la réalité, Pierre? Il faut qu'on accepte aujourd'hui, comme automobiliste, que pendant 20 ans, on va être dans un enfer autoroutier et routier. En fait, je mettais pas mes générations à 10 ans, c'était des vraies générations, donc une génération 20 à 25 ans. Donc, on parle de 40 à 50 ans qu'il faudrait doubler à tripler les chantiers, là. Mais Pierre, vous pas faites 2 exprès. décennies, 2 générations. Mais Pierre, vous faites exprès aujourd'hui, là. 50 ans, vous dites, sur 50 ans. Oh mon Dieu. Je vous dirais, le sous-financement dans le réseau a commencé en 1972-73 avec le premier pic pétrolier. Et on a coupé massivement dans l'entretien des infrastructures. Il y a des rues qui ont été refaites récemment à Montréal. La dernière fois qu'on avait refait complètement la base et le bitume, là, c'était dans les années 60 en prévision d'Expo 67. Je veux dire, il y a peut-être une douzaine d'années, quand ils ont refait les aqueducs dans la rue devant chez moi, c'était encore les vieux aqueducs en bois qui étaient là. C'était même pas encore les conduites métalliques ou en béton comme celle qui a explosé là, proche de votre compétiteur. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, on a un méga retard. Et encore une fois, le problème, c'est que tu vas pas refaire juste le bitume sur la route quand tu sais que ton égout et ton aqueduc est complètement scrap en dessous. Tu es obligé de tout refaire et c'est des sommes absolument colossales. Sur l'île de Montréal, c'est des périodes de sous-financement qui ont commencé dans les premiers mandats de Jean Drapeau, même pas à la fin de Jean Drapeau, là, dans les premiers mandats de Jean Drapeau. Et c'est la même chose à Longueuil, à Laval. Je dis à la blague à mes étudiants, vous savez, on étend les nids de poules en banlieue. Maintenant, c'est plus l'exclusivité montréalaise. Ouais. On le voit de plus en plus. Et dans les quartiers plus anciens de Laval, de Longueuil, de certaines autres villes en banlieue, on commence à voir les impacts de ce sous-financement générationnel dans nos infrastructures. Et il n'y a pas de façon facile de s'en sortir. C'est un sous-financement massif. Mais là, c'est combien de milliards, mettons, là, si on voulait... parce que vous dites, là, en ce moment, on continue de sous-financer. On n'y arrive pas, en ce moment même, là, malgré tout ce qu'on dit et tout ce qu'on sait. Oui. Tout ce qu'on fait, là, présentement, le gouvernement actuel provincial se vante du fait qu'il investit massivement dans l'entretien du réseau autoroutier dans ces dernières années. Mais malgré tout, la valeur actuariale diminue année après année. Parce que le coût de remplacement des infrastructures par rapport à leur valeur actuelle continue à se dégrader. Et l'autre chose aussi, c'est dans les dernières années, le gouvernement actuel a investi massivement pour du repapage en surface. Mais ils ont sous-financé massivement tous les ponceaux et tous les ponts parce que c'est moins sexy, c'est moins apparent. On a voulu donner l'apparence de faire des travaux massifs sur nos autoroutes, mais on a refait le dessus, mais on n'a pas refait le dessous. Et on en voit les fermetures d'autoroutes d'urgence qu'on a eues quelques-unes cette année déjà, il va en avoir d'autres. Ça, c'est symptomatique de ce sous-financement-là, pas des pistes de roulement, mais des infrastructures qui sont dessous cette piste de roulement-là. Puis là, vous parlez de ponceau, puis vous avez vu le trou, là, c'était sur la 117, c'est ça, il y a 2 jours? Et là, c'est... Oui, lui sur la 117. Il y a eu lui, c'était à Terrebonne aussi, il y a 2-3 semaines, quand le pont a défoncé. Exact. Ensuite, il y a eu sur la 40 l'année dernière. Si je me rappelle bien, je pense que c'était proche de Trois-Rivières aussi que ça avait défoncé. Exact. Dans le coin de Sébastien. Ce genre d'événement-là, statistique. Oui. Ce type de situation-là, statistiquement, augmente la probabilité qu'ils se produisent. Et là, on est déjà à plusieurs événements par an. Donc, on va arriver à
2X événements par an et bientôt 3X événements par an par rapport à ce qu'on a maintenant, dû à ce sous-financement-là des ouvrages d'art. Mais c'est pas parce qu'on met pas d'argent. Pourtant, je comprends le sous-financement. Là, il y en aurait fallu beaucoup plus. Oui. Puis plus on traîne, plus ça coûte cher. Mais il y a Sylvie de Laval qui dit en même temps donner des contrats, jamais vérifier les jobs. On se retrouve avec de la scrap supposée durer 10-15 ans, mais qui va durer à peine 5 ans. Finalement, c'est comme si on permettait qu'on nous vole comme automobiliste, mais ou comme citoyen contribuable, parce qu'à la rigueur, même si j'étais pas automobiliste, je pense que je voudrais, si je contribue au réseau autoroutier, quand même, là, il n'y a pas que les automobilistes, tout le monde contribue un peu. Là. C'est sûr que les automobilistes, via le prix de l'essence, entre autres, contribuent plus, un peu utilisateur payeur, mais en même temps, tous les contribuables payent. Et je voudrais quand même avoir un réseau routier et autoroutier qui a du bon sens et surtout pas avoir l'impression, ou en tout cas me poser la question à chaque fois, est-ce qu'on est en train de se faire avoir? Là? Et parce qu'on en met quand même de l'argent, Monsieur Barriot, et c'est ça qui est fâchant. On en voit beaucoup de cônes. Des fois, on aimerait ça qu'il y ait du monde à côté du cône qui travaille. On les voit pas toujours, les travailleurs. Fait que c'est ça aussi. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce que c'est une fatalité? Puis là, maintenant, là, regarde, on a ce qu'on a. Parce que j'ai l'impression, si je suis votre logique, on n'y arrivera jamais, là, dans 50 ans, parce que c'est décourageant. Je vous dirais, les gens qui sont en génie, en Polytechnique, on peut se garantir une carrière à vie. Les gens qui sont des opérateurs d'équipements lourds, on peut leur garantir des carrières à vie aussi. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de solution magique. Il n'y a pas de baguette magique pour s'en sortir. C'est le bon vieux. Il faut se retrousser les manches. Il faut investir aussi à faire des travaux qui durent plus longtemps. Ça, je suis entièrement d'accord. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un faible penchant pour les routes en béton. C'est plus cher à construire, mais elles durent beaucoup plus longtemps. C'est sûr, il y a un impact écologique qui est plus grand, par exemple, avec le béton en termes d'émissions pour la production des routes. Et c'est sûr aussi, les routes en béton, on en a plus au Québec que les gens pensent, parce qu'on est obligé de mettre du bitume par-dessus. Hein. Parce que les routes, par exemple, la 20 sur la rive sud, elle était tellement bruyante en béton qu'on était obligé de mettre par-dessus. Et tout le monde qui a déjà conduit Ottawa-Montréal, c'est à 417, le sait. Tu n'as pas besoin de regarder ton odomètre, tu peux conduire avec ton ouïe, parce qu'en fonction de la fréquence du bruit sur l'autoroute, moi, je sais exactement à quelle vitesse que je vais en fonction du bruit, puis j'ai même pas besoin de regarder les cadrans de vitesse. Il y a quelqu'un qui écrit « On risque de conduire des voitures volantes avant que les routes du Québec soient belles. » En même temps, je peux pas croire qu'on n'a pas aujourd'hui la technologie pour améliorer l'effet sonore d'une surface. Et puis, je pense, d'ailleurs, vous-même, à la faculté de l'aménagement, avec vous développez, on a l'ETL, je veux dire, on a des ingénieurs ici, ils sont pas plus capables que les autres, sont capables, ils développent des choses. Après, il faut dire, on va investir là-dedans. Voilà. Hey, on se reparlera. On travaille vraiment là-dedans. Ouais, merci beaucoup, Pierre Barriot. C'est une longue conversation. Ça nous donnait envie de continuer. La culture du paraître. C'est ce que j'ai retenu, moi, dans les propos. Hein. On veut que ça soit beau, là. On veut que ça soit beau. Mais mon Dieu, que c'est pas beau. Non. Ça marche pas. Mon Dieu. Pierre Barriot, expert en planification des transports et chargé de cours à la Faculté de l'aménagement, école d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'UQAM. On va s'arrêter ici. Je vais vous demander, vous savez qu'il y a des gens qui sont sur un coup de tête, qui ont décidé qu'ils allaient à Raleigh, en Caroline, pour encourager le Canadien. On va parler à deux de ces personnes tout de suite après et on vous pose la question, jusqu'où seriez-vous prêt à aller et surtout combien seriez-vous prêt à payer pour suivre le Canadien en série? À tout de suite. Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Alors, il y a des gens qui ont fait toutes sortes de paris fous. On va parler à quelqu'un qui a même mis plein de partisans dans un avion, un Boeing 737. C'était l'idée, là. 189 partisans dans un Boeing. C'est une espèce de truc. Tu sais, t'as un flash, tu te dis, hey, on le fait. On le fait, go. Oui, parce que, tu sais, si tu veux aller à Raleigh, voir en Caroline du Nord, hein, c'est bien de ça dont on parle, pour encourager le Canadien, samedi, là, tu regardes les billets d'avion, Olivier. Isabelle, c'est 2 heures aller, c'est-à-dire sans escale, OK? 2 heures aller et aller-retour, en fait, là, pour le samedi, dans la nuit, en fait, de vendredi à samedi, d'accord? Et c'est de samedi à dimanche, je vais y arriver, 1500 $ canadiens pour l'équivalent de 4 heures d'avion. 2 heures aller et 2 heures retour.
Ben, c'est surtout que tu vas en Caroline du Nord. Tu vas en Caroline du Nord, c'est pas sexy en soi. Là. Exact. Puis pour 1500, je pense que tu peux aller à Bali pour ce prix-là. Exactement. Pour te donner une idée. Là. Ouais. Check donc Bali, tiens, pour le fun. Ça me donne. Mais oui, je vais aller voir Parce maintenant. Que c'est ça. Tu peux définitivement. Mais les prix des billets d'avion ont drôlement augmenté. Ça, c'est peut-être un prix. Tu sais, t'es Air Canada Flex pour aller à Paris, là. Oui, puis c'est le kérosène qui a augmenté énormément. Exactement. Et les billets, par exemple, là-bas, à l'Arena des Hurricanes, c'est quand même très abordable. On va en parler un peu plus, mais on parle ici de 700 $ en plein milieu de la zone des Rouges considérée au Centre Bell. Donc, on est très bien canadien. C'est fou, bien, ça. Ben, complètement. Tu vois, d'ailleurs, Benjamin Elleman est un grand fan du CH à qui on parle régulièrement. Il a l'intention, d'ailleurs, d'aller à Raleigh pour le match numéro 5, Ben. Bonjour. Rebonjour. Toujours un plaisir. Raconte-moi. Parce que là déjà en partant, si tu dis on veut y aller pour le match numéro 5, c'est que toi, t'as mis de côté l'idée que le Canadien batte les Hurricanes en 4. Ben là, après hier soir, on s'est dit qu'on va probablement en perdre une, parce qu'on va falloir qu'on en perde une. On n'aura pas le choix. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Je pense que la prochaine partie ou la troisième partie, ça va être un petit peu plus difficile. Mais peut-être une victoire en 5. J'avais dit en 6 là, jeudi quand on s'était parlé. Je pense qu'en 5. Exact. Ça peut peut-être être une possibilité. Alors pourquoi pas faire le grand voyage quelques heures, en fait, de nombreuses heures. Fait que là, quand est-ce que vous avez décidé ça? C'est avec des amis, là? Vous allez partir? Hier soir. Après quelques bières à la Capri, on a décidé que de façon intelligente, on était pour descendre en voiture en Caroline pour la Game 5 vendredi. OK, on a bien hâte. Il reste 2 places dans la voiture pour les intéressés. Ah oui, OK. Fait que vous êtes combien? Vous êtes 3 amis, c'est ça? On est là, à date, on est 3, peut-être 4. Puis on s'apprête à partir probablement jeudi dans la nuit pour arriver pour le match de vendredi soir. Puis comme le monsieur là, ici disait, évidemment, en Caroline, c'est significativement moins cher. En fait, c'est significativement moins cher. Pas mal ailleurs, je dirais. Buffalo, c'était un peu la même chose. Oui. Pour 700 $ en plein centre, c'est on au se Centre Bell, c'est le double puis le triple. Là. Voilà, on se souvient, Ben, tu nous avais raconté que t'es allé à Buffalo, justement, voir le CH. Oui, exact. Je suis encore en train de m'en remettre. Mais là, après le match d'hier soir, c'est encore... j'ai le cœur qui bat encore aussi vite. Je te dirais, Isabelle, c'est incroyable ce qu'on vit présentement à Montréal. Ça fait longtemps qu'on n'aura pas vécu ça avec un beau Grand Prix en plus. Ben oui, t'es là, t'es au Grand Prix en ce moment, hein, je pense, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis au Grand Prix. Une belle journée, il fait beau, les gens sont très contents. Montréal brille, Isabelle. Ouais. Canadien et Formule 1 dans le même week-end. Ben, j'allais te demander justement, Canadien et Formule 1 dans le même week-end, ton cœur est plus CH ou F1? Mon cœur est définitivement plus CH. Je crois que j'adore Charles Leclerc et je lui envoie la main et je lui fais la bise des estrades. Là. Est-ce que tu connais son chien Léo? Tu sais qu'il a un chien oui, qui est quasiment plus populaire. Ce matin, sa femme avec le petit chien marcher ici. Là, c'est incroyable. Ça a l'air qu'il paraît que son chien, je ne sais pas si vous avez vu ça sur ses réseaux sociaux, le chien, Léo Leclerc, il y a une page, je pense un Instagram qui est comme, il y a des milliers de personnes qui suivent le chien. Il est comme plus populaire que certains pilotes de F1 d'ailleurs. 137 000 abonnés. Peux-tu croire? Léo Leclerc. Léo Leclerc, le petit chien. Et il paraît qu'en ce moment, il se fait poser à plein de places dans Montréal, puis ça fait comme une super campagne de pub pour la ville. Le petit chien Léo. Tu vois? Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de retombée là, du Grand Prix, il y en a toujours bien une. Je trouve ça fascinant, Benjamin. Tu as quand même mentionné que le Canadien était avant la Formule 1. Dans certains pays, là, la Formule 1 domine sur tout pendant la semaine au complet. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de CH. Je comprends. Olivier, c'est pour ça. C'est parce que nous, on a le CH. On est fou raide. C'est du hockey. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour pur, n'est-ce pas, Benjamin? C'est profond, le Canadien de Montréal. C'est une religion. C'est dans les veines. Voilà. Le Grand Prix, c'est un happening. Don't get me wrong. On a une belle fin de semaine. C'est un beau week-end. Mais le Canadien... Puis il y a moins de nous autres là-dedans aussi dans la F1, on va se le dire. Alors que, tu sais, quand même. Je sais pas si tu veux entendre le témoignage de notre prochain invité, mais ça pourrait peut-être donner des idées parce que là, tu vois, toi, tu vas peut-être y aller à 5 dans une voiture à Raleigh. Mais mon prochain invité, Benjamin, s'appelle Danny Gagnon. Il est vice-président de Chrono Aviation. Il va piloter l'appareil qui va amener tout
un groupe de partisans en avion c'est au prochain match, si je me trompe pas, Dany. Bonjour. Salut Isabelle, oui, c'est demain. C'est demain, c'est ça. Racontez-nous, là, parce que là, c'est parti. Vous avez réalisé quelque chose, puis là, ça a tellement été comme une idée folle, mais qui s'est comme emballée. Vous avez même rajouté une escale à Montréal pour permettre à des gens du CH de monter à bord à partir de Saint-Hubert. Puis là, racontez-nous un petit peu là, comment c'est parti cette affaire-là. Ben, l'idée est venue simplement parce que depuis la dernière série avec Buffalo, on avait des demandes de clients qui cherchaient à noliser des plus petits appareils pour des groupes de 4, des groupes de 6, des groupes de 8. Évidemment, quand on parle de noliser un avion, ben il y a un prix par tête, il y a un coût de revient. Puis moi, j'ai fait, ben si on était capable de prendre le Boeing, parce que Chrono, ça a des plus petits appareils, mais ça a aussi un Boeing 737 nouvelle génération. Wow. J'ai dit, mettons qu'on était capable de remplir un avion de 189 sièges, ce serait malade. Mais tu sais, ça, c'est le genre d'idée niaiseuse que t'as à ton îlot, que t'es chum en écoutant le hockey, puis le monde fait « t'es con ». Mais j'étais allé me coucher en me disant peut-être pas si con que ça, je vais au moins faire des appels pour trouver des billets. Et ce n'est pas si con que ça. Ben non, mais tu vois, Benjamin, il trouve que c'est pas si con que ça, là. Il trouve que c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Mais en toute honnêteté, je pensais jamais être capable de mettre la main sur les billets. T'sais, moi, dans ma tête, c'était impossible, là, dernière minute comme ça, en pleine série. Puis à ma grande surprise, après quand même assez d'heures de travail, mais on a réussi à débloquer puis à mettre la main sur 200 billets ensemble, dans la même section. Wow. Alors, là, j'ai fait comme, OK, on tient quelque chose. Puis évidemment, moi, tu sais, je veux dire, Chrono, c'est une entreprise qui va bien, on fait du nolisé dans la vie, mais tu sais, je suis pas un organisateur de voyage, là, c'est pas ça que je fais. Moi, je vends des avions point A, point B en nolisé. Alors là, on s'est associé avec une agence de voyage très connue au Québec qui s'appelle Laurier du Vallon. Mm-hmm. Parce que de toute façon, et là, une parenthèse rapide, mais une compagnie aérienne n'a pas le droit de vendre des voyages. J'ai le droit de vendre des billets d'avion. Fait que je pourrais vous vendre des billets et je pourrais, dès que ça inclut un transport en autobus pour partir de l'aéroport puis aller à l'aréna, puis après ça, le billet de hockey dans l'aréna, j'ai plus le droit de vendre ça. Ah, ça, c'est un voyage. C'est ça. Ça devient un voyage, exactement. Alors, moi, j'ai pris le coût total des billets, puis là, les billets, honnêtement, j'ai fait le saut, mais je compare avec le Centre Bell, puis c'est vrai que c'est pas si pire, mais les billets sont genre 700 $ chaque, là, donc c'est quand même de l'argent. Et là, il faut ajouter l'avion, puis il faut ajouter Combien l'avion? Combien l'avion? Ben, l'avion, la totalité de l'avion, ça revient à peu près à 700 $, 725 $ par personne aller-retour, ce qui est encore moins cher qu'un grand transporteur qu'on nommera pas. Ouais. Mais moi, ce que j'ai fait Ouais, mais toi, Benjamin, d'ailleurs, tu serais pas intéressé? Ça peut... je voulais pas couper notre ami ici, mais moi, je vais définitivement aller jeter un coup d'œil à ce projet-là. Est-ce que c'est tout plein, l'avion, déjà? L'avion est tout plein, Dany? Et là, c'est là que je m'en allais, c'est que, honnêtement, moi, j'ai fait ça un peu en niaiseux parce que j'ai pris le cost de l'avion, j'ai pris le cost des billets, puis le cost de l'autobus, j'ai divisé par 189, puis j'ai dit à l'agence, il faut que ça coûte ça. Fait qu'on se prenait pas une scène de profit là-dessus. Puis là, j'ai réalisé que parce que si je remplis pas l'avion, je vais perdre de l'argent, ça va vite, là. S'il manque 30 personnes dans l'avion, ben, il manque 60 000 $ pour payer le voyage au complet. Fait que je m'étais mis un barème, je m'étais dit, en bas de 150 personnes, on peut pas y aller parce qu'à 150 personnes, Chrono va payer 30 000 de ses poches. Puis je veux dire, pour le stunt médiatique, ça vaut la peine. Je suis prêt à perdre 30 000, mais j'aurais pas perdu plus. Alors là, je sais pas si ça existe encore, le mot scope aujourd'hui, là, parce que tout le monde a accès à l'information tout le temps. Mais là, je vous annonce en primeur qu'on vient juste de confirmer qu'on a atteint le seuil pour confirmer le vol. Alors, on a vendu assez de billets pour vous dire que demain, à midi, le Boeing décolle de l'aéroport de Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, de chez Chrono Aviation, avec il n'y a pas de gros terminal aéroportuaire puis de taponnage. Là. Tu voles comme si tu étais dans un jet privé. Wow. Ça décolle à midi. On va à Québec, c'est 22 minutes de vol, ça va aller vite. On va à Québec, on embarque les passagers de Québec et on fly direct à Raleigh. On est attendu, les autobus nous amènent à l'aréna, on va à la game. Puis là, la beauté d'avoir ton avion puis de contrôler ton show, c'est que si ça va en prolongation, on n'est pas stressé. Là. Je veux dire, c'est moi qui ai les clés du cockpit. C'est vous qui conduisez. Il y a un pilote dans l'avion et c'est Dany Gagnon. Hey, c'est fabuleux. Avez-vous un autre... en avez-vous d'autres Boeing 737 comme ça chez Chrono?
On en avait 4. Là, on est en train de renouveler la flotte. Ceux qu'on avait étaient plus âgés. Là, on est en transition vers ce qu'on appelle du NG, là, la nouvelle génération. Donc là, on en a un seul en service. Il y en aura un deuxième bientôt. Si vous en aviez eu 2, je suis sûre, Dany, que vous auriez pu le remplir aussi. Là, ce que je dois vous dire, c'est que, tu sais, il y en a tout le temps qui attendent, puis je comprends, là, ça va-tu marcher? Je veux pas sûr, faut que j'en parle à ma femme, j'en parle à mes chums. OK. Mais là, je vais vous dire une affaire, là. Il reste à peu près, d'après moi, 20 sièges dans l'avion. OK. Puis là, on va raccrocher ensemble. Ouais. Et moi, je donne 1 heure, puis c'est fini. Là. Clairement. Si vous avez passé trop de temps à y réfléchir, c'est terminé, ça va aller à la prochaine. Puis moi, la bonne nouvelle aussi, c'est que parce que là, je sais que ça fonctionne, puis que les fans sont assez débiles, autant que moi, pour faire ce genre d'événement-là, j'ai déjà hâte, je sais pas si Benjamin va être d'accord avec moi, mais moi, j'ai déjà hâte de vous dire que on va aller clencher Vegas en Boeing en finale. Je le vois déjà dans ma tête. Un autre scoop! Wow! Ben, ça t'intéresse, j'imagine? Ah, ça, c'est garanti à Las Vegas. Puis, si vous recevez ça pour le match numéro 5, aussi en Caroline, peut-être qu'au lieu de descendre en voiture, on pourrait descendre en 737. Mais moi, je respecte les choix, Ben. Si tu peux faire 15 heures, 16 heures d'auto ou 2h10 d'avion dans un Boeing rempli de fans, moi, si je vois l'image des 189 fans avec leur chandail du CH dans le Boeing, ça va être malade. Wow. Hey, Dany, on va se reparler, c'est sûr. Benjamin aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes des formidables fans, franchement. Là. Merci de prendre le temps. Puis bon voyage, Dany, et aux 189 partisans qui vont vous accompagner. Oh mon Dieu, tellement! Oui, certainement. Merci beaucoup. Dany Gagnon de chez Chrono Aviation, Benjamin Elleman, qui est un grand fan du CH. Bon Grand Prix, Benjamin, on se rejase de tout ça. Hey, c'est fou, là! T'imagines, Oli? C'est fou, là, quand même. L'entrain que le Canadien peut apporter à une ville, à une population. Mais je pense qu'on a rarement vu ça. Il y a comme quelque chose, on en avait besoin. C'est ça que ça veut dire. On s'arrête ici. Tout de suite après, on va parler un petit peu d'agriculture urbaine parce qu'on s'est dit, il fait beau, on a envie de se mettre les mains dans la terre. Moi, c'est un de mes projets en fin de semaine. Donc voilà, vous me direz, est-ce que vous pensez que l'agriculture urbaine, ça peut être un modèle qui révolutionne l'agriculture? On a une grande spécialiste avec nous. À tout de suite. Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Mon invitée est Orlane Panel, est cofondatrice et directrice de Micro-Habitat. C'est une entreprise qui a vraiment attiré mon attention. Je voulais vous en parler, spécialisée en agriculture urbaine. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'agriculture urbaine, et qu'est-ce que ça fait au début de l'été, comme ce qu'on vit en ce moment? Orlane Panel, merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Dire que vous êtes une entrepreneur, vous êtes associée, votre associé d'ailleurs est comme l'espèce de fibre plus agricole. Tous les deux, vous êtes des entrepreneurs. Vous aviez envie de faire une différence, je pense. Absolument. À la base. Oui, définitivement. C'est ce qui a motivé Alexandre et moi à fonder l'entreprise Micro-Habitat puis à se lancer comme ça à travers le monde. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites pousser toutes sortes de choses sur les toits. Oui, exactement. Sur les toits de bureaux au centre-ville d'ici jusqu'au Texas. On se concentre à mettre ça un peu sur tout type de propriété pour pouvoir faire en sorte qu'on crée un système alimentaire et local. Et comment est venue l'idée? C'est Alexandre qui a eu l'idée. Alexandre a un background en agriculture de l'Université McGill. Puis, on s'est joints. Moi, je suis une seule université en même temps en comptabilité. Puis, je trouvais que le modèle d'affaires était vraiment attirant, vraiment intéressant au niveau des impacts que ça pouvait avoir. Donc, ça a été un bon timing. Puis, on s'est lancé comme ça pour pouvoir créer l'entreprise. C'est facile de faire pousser toutes sortes de choses sur les toits? Ça demande de l'adaptation quand même. Il faut toujours bien monter la terre. Oui, exactement. C'est assez défi, mais il y a aussi des avantages dans le sens où on n'a pas de chevreuil dans ces endroits-là. Donc, c'est un environnement contrôlé, ça veut dire? Absolument. Après ça, il y a aussi des gens qui peuvent y accéder. Mais non, définitivement, je pense qu'il y a un bel avantage. Puis surtout, on a des saisons qui sont plus grandes, comme il y a des îlots de chaleur dans les milieux urbains. Donc, ça nous permet de produire un petit peu plus longtemps aussi. Fait que là, expliquez-moi, vous êtes Micro-Habitat, c'est combien de toits plantés? On a créé au-dessus 400 fermes. On est présent dans 16 localisations au travers du Canada et des États-Unis, donc de l'Alberta jusqu'au Texas. Et puis, on vient développer, en fait, des projets d'agriculture urbaine avec
avec un service. Puis principalement, nos clients, c'est des grands joueurs de l'immobilier commercial qui détiennent les actifs ou qui les opèrent. Puis ça nous permet donc de venir implanter de l'agriculture urbaine sur tous les types de classes d'actifs. Là. Fait quand vous faites votre pitch, par exemple, parce que vous avez des grands joueurs institutionnels, vous avez des banques, vous avez, comme par exemple, je pense que vous avez la Sun Life ici. Oui, l'immeuble Sun Life. À Montréal. Il y a d'autres, il y en a combien à Montréal même ou dans le Québec? 80 sites de production dans la grande région de Montréal. OK. Puis dans le reste du Québec? On est juste sur le marché de la grande région de Montréal. Puis après ça, on fait les grands centres urbains, là, Toronto, Vancouver, Victoria, Edmonton. Là où il y a des grands buildings, finalement. C'est ça qui est intéressant. Une densité de population. Pas besoin qu'il soit haut, mais il faut qu'il y ait du monde, c'est ça? Exactement. Et là, quand vous faites votre pitch, vous dites quoi? Vous dites, là, vous avez des toits qui servent à rien? Oui, exactement. Ben, les toits, ils servent, ils sont complètement inutilisés. Ouais. Le fait de mettre de l'agriculture et de la verdure sur ces endroits-là, ça permet de venir adapter le bâtiment au changement climatique, gestion des eaux pluviales, réduction des îlots de chaleur, remettre de la biodiversité. Mais ça nous permet aussi d'avoir une production alimentaire qui est intéressante, qui est donc durant la saison estivale. À Montréal, par exemple, ben, on voit du mois de mai jusqu'à novembre une production qui est constante. Puis ça nous fait en sorte que ben, l'humain en soi a accès à ces produits-là, a la possibilité de se connecter aussi à la nature. Donc, un aspect de communauté, le développement durable, bien évidemment. Puis il y a aussi un impact social, comme 50% de nos clients remettent leurs denrées à des banques alimentaires. C'est ça, j'allais vous demander, ça va où? C'est parce que vous produisez quoi? Qu'est-ce qu'on plante sur un toit? C'est la même vaste. Chose que dans un jardin? Exactement. Même Tomates, chose? Aubergines, fines herbes, fleurs comestibles, légumes, racines. 100% de la production appartient aux clients. Parce que nous, dans le fond, notre modèle, c'est de vendre un service d'agriculture. Donc, ils détiennent la production à 100%. Soit ça va être un usage à l'interne. Donc, les gens vont au bureau. Ils n'ont pas besoin de s'arrêter à l'épicerie parce qu'ils ont accès à des légumes gratuits à même leurs espaces de bureau ou à la maison. Et sinon, ben, des fois, dans la préparation de repas, quand on est dans des endroits qui sont plus de commerce au détail ou industriels. Et ben, sinon, ben, toujours la possibilité de pouvoir donner les denrées à des banques alimentaires à travers notre programme. Et vous dites le 50% donc sont redonnés? Oui, c'est 75 banques alimentaires qui ont reçu juste l'année passée. On parle de 40 000 livres de nourriture produite. Et là, évidemment, ça fait plusieurs années que vous avez lancé Microhabitat. 10 ans cette année. 10 ans, bravo. Merci. Est-ce que comment vous arrivez à être financé? Est-ce que vous êtes appuyé? Est-ce que ça coûte cher, tout ça? On a réussi, en fait, mon associé et moi, à pas avoir à se diluer. Donc, on finance notre propre croissance. Puis, on ouvre normalement entre 4 et 6 nouveaux marchés par année. Donc, on se concentre à faire des expansions géographiques. Ça se fait de façon organique, comme nos clients ont des actifs sur c'est des portfolios qui sont mondiaux. Donc là, on est concentré sur continuer l'expansion au niveau américain et pénétrer le marché européen. C'est pas dur de faire pousser chez nous alors qu'on reçoit des tonnes de neige, puis c'est vrai qu'on a du redoux aussi, mais on a quand même des conditions climatiques qui sont peut-être pas celles du Texas ou chaque endroit a ses challenges, mais j'aime rappeler aux gens que partout dans le monde on cultive. Donc c'est juste une question de s'adapter. Mais moins l'hiver, par exemple. Oui, non, c'est sûr que l'hiver, nous, les saisons de production sont terminées. Est-ce que vous faites des serres sur les toits? On fait pas de serres. Non, donc on a un service de production en extérieur, puis on a aussi des solutions pour l'intérieur où là on va être concentré sur des légumes à feuilles, des fines herbes. Donc ça peut ressembler à une armoire Ikea un peu si on veut se donner une image. Puis là-dedans, ben, on cultive avec encore le service où notre agriculteur de chez Microhabitat est là chaque semaine pour pouvoir faire l'entretien et la récolte. Wow. Est-ce que les employés, par exemple, ou les travailleurs peuvent aller donner un coup de main? Absolument. C'est ça le but. Ils peuvent participer, oui. C'est pas tous les endroits qui sont accessibles. Il y a certains endroits on passe à travers des salles de machinerie, donc c'est un peu complexe pour l'accès au public. Mais définitivement, quand c'est des endroits qui sont ouverts au public, on encourage ça. L'idée, c'est aussi de connecter les gens de l'immeuble à cette pratique-là, de les informer, puis de faire en sorte que l'action se multiplie à travers les gens qui apprennent comment cultiver. Est-ce qu'on pourrait, nous, mettons là, que les gens, je sais pas si on a on a-tu un toit plat ici? Il me semble que oui. Hein, on a un bon toit plat. On pourrait faire pousser des trucs. Là. Absolument. Ça pourrait nourrir certaines bouches ici. En fait, tout le monde peut le faire. Oui, absolument. Oui. Même les gens là, qui ont une maison et qui ont... Nous, on se concentre sur des immeubles, sur une offre qui est plus commerciale. Oui, mais on pourrait le faire au résidentiel. On pourrait le faire au résidentiel. Puis l'idée aussi, c'est ça le programme quand on le déploie. On fait toute une plateforme éducative pour faire en sorte qu'on leur montre, voyez, vous pouvez le faire au bureau. Vous pouvez ensuite le faire à la maison sur ce type d'échelle-là. Donc, c'est vraiment aussi d'outiller les gens à comprendre cette pratique-là. Orlane, vous restez avec nous, bien sûr. Orlane Panet, directrice de Microhabitat, spécialisée dans l'agriculture urbaine. Si vous avez des questions pour Orlane, n'hésitez pas. Il y a Amélie qui en pose une. On y verra tout de suite après la pause. Exact. Et dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait de faire pousser quelque chose sur votre toit plat? Tu sais, pourquoi pas? Ah oui. On pourrait commencer par son jardin aussi, au niveau, au plancher des vaches. Moi, je vais planter en fin de semaine. Mais tu sais, c'est important d'avoir ce contact avec la nature, d'ailleurs. Je vais vous entendre là-dessus après la pause, Orlane. Est-ce qu'on le maîtrise bien, ça? Ce pouce vert? À tout de suite.
Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Orlane Panet, avec sa compagnie Micro Habitat, fait pousser toutes sortes de bonnes choses, des légumes c'est très bon pour la santé. Sur les toits, on appelle ça de l'agriculture urbaine. C'est vraiment un projet là, que vous avez développé au Québec, au Canada, c'est aux États-Unis. Vous avez des projets même en Europe. Vraiment, félicitations. Plein de questions. Les gens se demandent d'ailleurs, Olivier... la détérioration derrière l'aspect de faire pousser des trucs en ville. Il y a plusieurs facteurs sur le toit et aussi les corridors de vent en ville qui peuvent aussi impacter le tout, je veux dire. La pollution aussi, peut-être. Oui, c'est des questions qui sont très pertinentes. C'est sûr qu'au niveau de l'implantation des fermes urbaines, on le fait avec une technologie qui est non intrusive. Donc, on utilise un système de pots avec de la protection aussi, avec des membranes qui viennent en dessous des installations. Donc, on perce pas les membranes du toit, on vient pas faire l'excavation de l'immeuble du tout. Donc, ça s'ajoute facilement. Puis, ça fait en sorte que, on n'a aucune détérioration, en fait, de l'espace de toit. Le fait aussi d'être là chaque semaine, on a un œil aussi sur les espaces, puis on s'assure que ça soit bien maintenu. Au niveau des corridors... Avec des pots, vous dites? Avec des pots, oui. Nous, on utilise des pots en géotextile, donc c'est une fibre. Ça fait en sorte que le pot, en soi, il est très léger. Après ça, il y a le terreau qui va à l'intérieur. Donc, tout est en pot? Tout est en pot, oui. On n'est pas sur un système de toit vert. Ça fait en sorte que n'importe quel bâtiment commercial, quand je dis commercial, ça inclut aussi les tours d'appartements, sont bâtis pour pouvoir recevoir ce genre de charge. Donc, ça s'implante sur n'importe quel type d'immeuble. Après ça, une maison individuelle, là, c'est une autre paire de manches. Mais au niveau du commercial, ça fonctionne. Mais déjà juste le commercial, Orlane, c'est énorme. Oui. Tous ces toits qui servent à rien. La possibilité est vaste. Vous êtes à New York aussi. Il y en a du toit. Oui, 60e étage, ça, c'est notre plus haute ferme avec vue sur l'Empire State Building. En fait, je suis sur votre site, là. Vous êtes le plus grand réseau, en fait, dans les réseaux d'agriculture urbaine, vous êtes le plus important. On est le plus grand réseau d'agriculture urbaine au monde. Donc, on a créé le plus grand nombre de fermes urbaines privées au monde. OK, wow. Oui. Et c'est fascinant, parce que c'est des espaces sous-utilisés que vous arrivez à revitaliser et à vitaliser, mais même générateur de contenu, de revenus. À rendre productif, exactement. Vous voyez où dans 10 ans? Je pense qu'on va continuer avec ce qui est l'expansion géographique, donc des nouveaux marchés, continuer sur l'expansion du continent européen. Ensuite, le marché asiatique est intéressant, le reste de l'Amérique du Sud. Puis on développe aussi des technologies pour faire en sorte qu'on puisse avoir une perspective sur ce genre de pratiques-là, que ce soit de l'agriculture urbaine comme nous on le fait, mais aussi la pratique de l'intégration des espaces de nature puisse être reconnue comme une création de valeur monétaire pour l'immobilier commercial. Donc, c'est en développement. On a déjà une première phase du projet qui est déployé avec nos clients, mais c'est, je pense, là aussi où on va réussir à amener de la visibilité à ce genre de pratique pour que ça puisse être plus déployé. C'est rentable. C'est vraiment rentable, de ce que je comprends, pour pouvoir... Oui, nous, notre modèle, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vend pas les légumes. On vend un service d'agriculture urbaine. Puis on est toujours transparent avec nos clients. Le fait que les gens qui travaillent dans nos fermes sont payés adéquatement, qu'on fait des pratiques agricoles qui sont respectueuses de l'environnement, on n'est pas capable de compétitionner que notre tomate coûte le même prix que la tomate du Mexique. Donc, c'est vraiment là où c'est rentable pour notre entreprise de le faire parce qu'on est dans un service d'agriculture qui peut s'apparenter en fait à un modèle d'affaires d'entretien paysager. Donc, c'est très similaire. Est-ce qu'on pourrait nourrir des villes? Une étude, en fait, que j'ai lue récemment, 28% de la production alimentaire en Europe pourrait être faite en agriculture urbaine. Donc, c'est pas la totalité. L'enjeu aussi qui arrive, c'est que ce qui est évalué, c'est que d'ici 2030, en fait, ça va être 65 à 75% des populations qui vont vivre dans les milieux urbains. Donc, il y a une accroissance donc du flux des habitants qui vient dans les milieux urbains, mais d'où la pertinence aussi d'avoir de l'agriculture urbaine parce qu'on vient réduire la chaîne de transport qui vient avec ça, les gaz à effet de serre qui y sont associés, et c'est aussi une question d'autonomie alimentaire. Le Québécois moyen, son aliment va voyager 2500 km avant de se rendre à son assiette. Donc, c'est aussi ça, c'est de se dire, si ça commence à sécher au sud, comment est-ce qu'on fait pour se nourrir? Puis je pense qu'il y a une question... C'est pour ça qu'on tenait vraiment beaucoup à vous parler aujourd'hui, Orlane, parce qu'on trouvait qu'on avait un gros montant de GES produit avec tous nos sujets sur les automobiles aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'autos On avait quand même beaucoup d'autos. Et les avions. On était même en Boeing 737. C'est qu'on s'est dit, grosse production de GES, mais vous êtes venu nous aider à payer nos points de carbone. Avec plaisir. Un petit peu. Orlane Panet, merci beaucoup. Allez voir le site de Micro Habitat. Il y a vraiment plein d'informations là-dessus. C'est super intéressant. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Bon week-end et à lundi.